La pluie tombait avec violence sur les pavés de Lyon, transformant les rues en miroirs sombres qui reflétaient les lumières vacillantes des réverbères. Chaque goutte semblait porter le poids du désespoir d'Amélie Moreau, qui courait à travers les ruelles étroites du vieux Lyon, son manteau noir trempé collant à sa silhouette frêle. Ses cheveux châtains, habituellement soigneusement coiffés en chignon, s'échappèrent de leur prison de pince, fouettant son visage pâle marqué par l'épuisement et l'angoisse. Elle s'arrêta devant les grilles imposantes du domaine château de Montclair, une propriété qui dominait les collines de Caluire et Cuire comme un géant endormi. Derrière ces murs de pierre centenaire se cachait l'homme qu'elle était venue voir, celui que tout Lyon craignait et respectait à parts égales, Gabriel Delacroix. On l'appelait dans les cercles fermés de la pègre lyonnaise le diable élégant, un surnom qui lui collait à la peau depuis qu'il avait pris les rênes de l'empire familial à l'âge de 25 ans. Amélie serra ses poings tremblants. 24 ans diplômée en littérature de l'université Lumière Lyon 2, elle avait toujours vécu selon les principes stricts que son père, Henri Moreau, lui avait inculqués. Professeur d'histoire dans un lycée de Villeurbanne, Henri était un homme d'honneur, intègre, qui avait élevé sa fille unique avec amour, mais aussi avec une rigueur morale inflexible. La réputation, ma petite Amélie, c'est tout ce qui nous reste quand nous n'avons rien d'autre, lui répétait-il souvent. Et maintenant, cette même réputation qu'elle avait protégée comme un trésor, elle s'apprêtait à la sacrifier sur l'autel du désespoir. 3 mois plus tôt, Henri Moreau s'était effondré dans sa salle de classe devant ses élèves. Le diagnostic était tombé comme un coup près. Cancer du pancréas en phase terminale. Les médecins de l'hôpital Édouard Herriot avaient été clairs. Sans un traitement expérimental coûteux, disponible uniquement dans une clinique privée suisse, Henri ne verrait pas la fin de l'année. Le prix, 100 000 €. Une somme astronomique pour une famille de classe moyenne qui vivait modestement dans un petit appartement de la Croix-Rousse. Amélie avait tout tenté. Elle avait vidé le compte épargne familial, vendu la voiture de son père, ses livres rares, ses bijoux de famille. Elle avait frappé à toutes les portes, supplié les banques, contacté des associations caritatives. Rien. Les semaines s'égrenaient, et elle voyait son père dépérir un peu plus chaque jour. Ses joues se creusaient, ses yeux perdre de leur éclat. Les médications palliatives ne faisaient que retarder l'inévitable. C'est sa voisine, Madame Dubois, une ancienne couturière qui avait travaillé pour des familles riches de Lyon, qui avait murmuré le nom de Gabriel Delacroix. « Si tu as vraiment besoin d'argent rapidement, ma petite, il n'y a qu'un homme dans cette ville qui peut t'aider. Mais le prix à payer... » Elle n'avait pas terminé sa phrase, se contentant de secouer la tête avec tristesse. Amélie avait d'abord rejeté cette idée. Elle connaissait la réputation de Gabriel Delacroix, même si elle ne l'avait jamais rencontré. Fils d'une famille de négociants en vin qui avait bâti sa fortune dans l'ombre, Gabriel avait transformé l'entreprise familiale en un empire tentaculaire qui s'étendait bien au-delà du commerce légal. Casinos clandestins, prêts à taux usuriers, importations douteuses. Tout Lyon savait que derrière la façade respectable de Delacroix et Associés se cachait un réseau complexe d'activités illégales. Mais personne n'osait l'affronter ouvertement. Gabriel Delacroix était intouchable, protégé par un mélange de corruption, de crainte et d'admiration forcée. Ce que peu de gens savaient, c'est qu'il l'avait remarqué depuis des années. La première fois, c'était un dimanche après-midi sur la place Bellecour. Amélie, alors âgée de 19 ans, se promenait avec son père, riant à une plaisanterie qu'il venait de faire. Gabriel, qui traversait la place après une réunion d'affaires, s'était arrêté net en la voyant. Cette jeune femme rayonnante, avec son sourire authentique et sa robe simple mais élégante, contrastait si violemment avec le monde sombre dans lequel il évoluait qu'elle lui avait coupé le souffle. Depuis ce jour, sans qu'elle s'en doute jamais, Gabriel avait veillé sur elle à distance. Quand des voyous du quartier de la Pardieu avait menacé Henri Moreau parce qu'il refusait de fermer les yeux sur les activités de drogue près de son lycée, c'est Gabriel qui avait fait passer le message qu'il fallait laisser le professeur tranquille. Quand Amélie avait eu des problèmes avec un propriétaire véreux qui voulait l'expulser de son studio étudiant, c'est encore Gabriel qui avait discrètement résolu la situation. Elle ne l'avait jamais su, et c'était mieux ainsi. Il était trop dangereux pour elle, trop impliqué dans un monde de violence et de corruption pour qu'une jeune femme pure comme Amélie puisse jamais s'en approcher. Mais ce soir, sous cette pluie battante, c'est elle qui venait à lui. Amélie inspira profondément et appuya sur l'interphone.
Une voix grave et cultivée lui répondit, avec un léger accent lyonnais qui trahissait ses origines populaires, malgré son éducation soignée. « Qui que vous soyez, il est minuit passé. Revenez demain. Je m'appelle Amélie Moreau. J'ai besoin de voir Monsieur Delacroix. C'est urgent. » Un long silence, puis le bruit du portail qui s'ouvrait lentement. L'allée qui menait au château était bordée de platanes centenaires dont les branches nues griffaient le ciel nocturne. Amélie avança d'un pas mal assuré, ses chaussures plates glissant sur les graviers mouillés. La propriété était immense, avec des jardins à la française parfaitement entretenus et des fontaines qui continuaient de couler malgré la saison. Au bout de l'allée se dressait le château, un magnifique édifice du XVIIIe siècle en pierre dorée, caractéristique de la région lyonnaise. Toutes les fenêtres étaient éteintes, sauf une au premier étage où brillait une lumière dorée. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle ait pu frapper. Un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux gris et au costume impeccable malgré l'heure tardive, l'accueillit avec une politesse glaciale. « Mademoiselle Moreau, je présume. Monsieur Delacroix vous attend dans son bureau, suivez-moi. » Ils traversèrent un hall d'entrée somptueux, avec un escalier de marbre qui montait vers les étages et des tableaux de maîtres qui ornaient les murs. L'homme, qui se présenta comme Marcel, le majordome, la guida à travers plusieurs couloirs décorés avec un goût exquis. Meubles d'époque, tapis persans, sculptures. Tout dans cette demeure respirait la richesse et le pouvoir. Ils s'arrêtèrent devant une porte en chêne massif. Marcel frappa discrètement, attendit une réponse, puis ouvrit. « Mademoiselle Moreau, monsieur. » Le bureau de Gabriel Delacroix était une pièce immense, avec des étagères remplies de livres qui montèrent jusqu'au plafond et une cheminée où crépitait un feu de bois. Derrière un bureau ancien en acajou se tenait l'homme que tout Lyon craignait. Gabriel Delacroix était plus impressionnant encore qu'Amélie ne l'avait imaginé. Grand, certainement plus d'1,80 m, il avait la carrure d'un homme habitué à l'exercice physique malgré ses 40 ans. Ses cheveux noirs, légèrement grisonnants aux tempes, étaient parfaitement coiffés. Ses yeux, d'un vert profond comme les eaux de la Saône, la jaugèrent avec une intensité qui la fit frissonner. Il portait un costume noir parfaitement coupé qui soulignait sa prestance naturelle. Mais c'était son visage qui la troublait le plus. Des traits fins et aristocratiques, une mâchoire volontaire, et cette aura de dangerosité contrôlée qui émanait de toute sa personne. Mademoiselle Moreau, sa voix était grave, mélodieuse, avec cette politesse froide qui caractérisait les hommes puissants. Vous avez choisi une heure bien tardive pour une visite, et par un temps épouvantable. Amélie tremblait, et pas seulement à cause de ses vêtements trempés. Monsieur Delacroix, je sais que ma visite est inconvenante, mais je n'avais pas le choix. Mon père, il va mourir si je ne trouve pas 100 000 € rapidement. Gabriel l'observa en silence pendant de longues secondes. Il avait reconnu cette voix douce, ses yeux noisettes qu'il avait tant de fois contemplés de loin. Mais la voir ici dans son bureau trempé et désespéré lui serrait le cœur d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. « Asseyez-vous. » Il désigna un fauteuil en cuir face à son bureau. « Marcel, apportez une serviette et du thé chaud pour mademoiselle. » Amélie s'assit au bord du fauteuil, les mains jointes sur ses genoux. « Je sais qui vous êtes, monsieur Delacroix. Je sais aussi que vous n'aidez personne par charité. Alors je vais être directe. » Elle releva la tête et Gabriel fut frappé par la détermination qui brillait dans ses yeux, malgré sa peur évidente. « Je vous propose un marché. »« Quel genre de marché ?» Amélie sentit sa gorge se serrer. Les mots qu'elle s'apprêtait à prononcer allaient changer sa vie à jamais. 5 000 € contre mon corps. Pour la durée que vous jugerez équitable. Le silence qui suivit fut assourdissant. Gabriel se leva lentement et contourna son bureau. Il vint se placer devant la cheminée, lui tournant le dos. « Vous savez ce que vous êtes en train de me proposer, mademoiselle Moreau ?»« Parfaitement. » Sa voix tremblait, mais elle ne fléchit pas. « Je vous propose de devenir votre maîtresse, le temps nécessaire pour rembourser cette dette. » Gabriel ferma les yeux. Cette femme qu'il aimait en silence depuis des années était là, dans son bureau, lui offrant exactement ce dont il rêvait secrètement, mais dans des circonstances qui rendaient ce rêve plus proche du cauchemar. « Votre père sait-il ce que vous êtes en train de faire ?»« Non. » La réponse fusa véhémente, et il ne doit jamais l'apprendre. Il mourrait de honte avant que le cancer ne l'emporte. Gabriel se retourna. Amélie avait les joues rouges, autant de colère que d'humiliation. Ses cheveux commençaient à sécher et boucler légèrement autour de son visage. Elle était encore plus belle qu'il ne se l'était imaginé,
et infiniment plus courageuse. Pourquoi moi? Pourquoi pas les banques, votre famille, des amis? Vous croyez que je n'ai pas essayé? Des larmes de frustration brillaient dans ses yeux. J'ai tout tenté. Les banques refusent un prêt sans garantie. Ma famille? Mon père et moi, nous n'avons personne d'autre. Mes grands-parents sont morts, ma mère également. Quant aux amis, elle eut un rire amer. Avec quel argent un professeur et sa fille pourraient-ils fréquenter des gens capables de prêter 100 000 euros? Marcel revint avec un plateau, servit le thé et tendit une serviette épaisse à Amélie. Elle le remercia d'un signe de tête et se sécha les cheveux, attendant que le majordome se retire avant de reprendre. Je sais que ma proposition doit vous paraître ridicule. Je ne suis personne. Je n'ai rien à offrir d'autre que... Elle s'interrompit, incapable de terminer sa phrase. Que votre virginité. Gabriel avait prononcé ces mots avec une douceur inattendue, sans aucune trace de moquerie. Amélie rougit violemment. Comment? Comment savez-vous? Votre réputation vous précède, mademoiselle Moreau. Tout Lyon sait que la fille d'Henri Moreau est une jeune femme exemplaire, intelligente et intouchée. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa façon de parler d'elle, comme s'il la connaissait mieux qu'il ne devrait. Mais Amélie était trop épuisée et désespérée pour s'y attarder. Alors, acceptez-vous mon offre? Gabriel retourna s'asseoir derrière son bureau. Il ouvrit un tiroir et en sortit un carnet de chèques. 100 000 euros, dites-vous? Le cœur d'Amélie bondit. Vous acceptez. J'accepte de vous prêter cette somme. Sans intérêt. Mais... Et mon offre? Gabriel leva les yeux vers elle. Votre offre est acceptée également. Considérez cela comme une garantie collatérale. Il se mit à rédiger le chèque de sa belle écriture régulière. Vous habiterez ici dans cette propriété jusqu'à ce que votre dette soit remboursée. Marcel vous montrera vos appartements. Vous aurez accès à toute la propriété, à l'exception de l'aile est qui abrite mes bureaux privés et mon laboratoire. Un chauffeur sera à votre disposition si vous souhaitez rendre visite à votre père. Amélie n'en croyait pas ses oreilles. C'est tout? Pour ce soir, oui. Gabriel détacha le chèque et le lui tendit. Demain, nous discuterons des termes plus précis de notre arrangement. Amélie prit le chèque d'une main tremblante. 100 000 euros. De quoi sauver son père. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Merci. Merci infiniment, monsieur Delacroix. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous me remercierez bientôt d'une manière très spécifique, mademoiselle Moreau. Sa voix avait pris une tonalité plus sombre, plus intime. Marcel va vous conduire à vos appartements. Demain matin, ma secrétaire, madame Rousseau, vous aidera avec les formalités bancaires pour ce chèque. Gabriel se leva et contourna à nouveau son bureau. Cette fois, il s'approcha d'Amélie, qui se leva instinctivement. Il était si proche qu'elle pouvait sentir son parfum, un mélange subtil de bergamote et de bois de santal. Une dernière chose, Amélie. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom, et la façon dont il le prononça lui donna des frissons. À partir de maintenant, vous m'appartenez. Votre corps, votre temps, vos pensées, tout cela m'appartient jusqu'à ce que votre dette soit soldée. Est-ce bien clair? Amélie hocha la tête, hypnotisée par l'intensité de son regard. Bien, Marcel vous attend. Elle se dirigea vers la porte, mais sa voix l'arrêta. Amélie? Oui, votre père sera sauvé. Vous avez ma parole. Cette nuit-là, dans la suite luxueuse qui lui avait été attribuée au 2e étage du château, Amélie ne parvint pas à dormir. Allongée dans un lit au drap de soie, face à une fenêtre qui donnait sur les jardins éclairés par la lune, elle repensait aux événements de la soirée. Elle avait réussi. Son père allait être sauvé. Mais à quel prix? Elle porta la main à son cou, là où Gabriel avait effleuré sa peau en lui retirant son manteau trempé. Ce simple contact avait provoqué en elle des sensations qu'elle n'avait jamais éprouvées. Une chaleur étrange, un trouble qu'elle ne comprenait pas. De l'autre côté du château, Gabriel se tenait debout devant la fenêtre de son bureau, un verre de cognac à la main. Il observait la fenêtre éclairée de la chambre d'Amélie et se demandait s'il n'était pas en train de commettre la plus grave erreur de sa vie. Il avait eu la femme qu'il désirait depuis des années entre ses mains, tremblante et vulnérable. Il aurait pu profiter de sa détresse, exiger immédiatement ce qu'elle lui offrait. Mais quelque chose en lui l'en avait empêché. Peut-être était-ce cette lueur de peur mêlée de courage dans ses yeux. Peut-être était-ce la façon dont elle avait relevé le menton malgré sa terreur, prête à se sacrifier pour sauver celui qu'elle aimait. Ou peut-être était-ce simplement qu'il l'aimait trop pour lui faire du mal,
même si elle se livrait volontairement à lui. Gabriel vida son verre d'un trait. Demain commencerait le jeu le plus dangereux de sa vie. Un jeu où il risquait de perdre bien plus que de l'argent ou du pouvoir. Il risquait de perdre son âme ou de découvrir qu'il en avait encore une. Dans les semaines qui allaient suivre, Amélie découvrirait que Gabriel Delacroix était un homme bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Derrière le masque du diable élégant se cachait une solitude profonde, des blessures anciennes et un amour secret qui couvait depuis des années. Mais elle découvrirait aussi que le monde dans lequel elle venait de pénétrer était plus dangereux qu'elle ne l'avait anticipé. Car quelque part dans Lyon, Isabelle de Montmorency, l'héritière d'une famille de banquiers lyonnais, apprenait par ses espions que Gabriel Delacroix venait d'installer une jeune femme dans sa propriété. Isabelle, qui se considérait comme la future épouse de Gabriel depuis leur accord familial conclu des années plus tôt, ne tolérerait pas cette humiliation. Et quand Isabelle de Montmorency ne tolérait pas quelque chose, les conséquences étaient toujours dramatiques. Le destin d'Amélie Moreau venait de basculer irrémédiablement. Elle qui avait voulu sauver une vie était sur le point de découvrir que certains sauvetages coûtent bien plus cher qu'on ne l'imagine, et que parfois se livrer au diable peut être le seul moyen de trouver le paradis. Le lendemain matin, Amélie fut réveillée par un rayon de soleil qui filtrait à travers les rideaux de soie ivoire de sa chambre. Pendant un instant de confusion, elle ne reconnut pas l'endroit où elle se trouvait. Le plafond orné de moulures dorées, les meubles d'époque, le parfum subtil de lavande qui imprégnait les draps. Puis la réalité la frappa comme une gifle. Elle était dans le château de Gabriel Delacroix. Elle lui appartenait désormais. Un coup discret à la porte la fit sursauter. « Entrez », dit-elle d'une voix encore rauque de sommeil. Une femme d'une quarantaine d'années entra portant un plateau du petit déjeuner. Elle avait des cheveux châtains tirés en chignon strict et des yeux bruns bienveillants derrière des lunettes à monture dorée. « Bonjour, mademoiselle Moreau. Je suis madame Rousseau, la secrétaire de monsieur Delacroix. J'espère que vous avez bien dormi. » Amélie se redressa dans le lit, tirant la couverture jusqu'à son cou. « Oui, merci. Et merci pour le petit déjeuner. » Madame Rousseau posa le plateau sur la table près de la fenêtre. « Monsieur Delacroix m'a demandé de vous accompagner à la banque ce matin pour encaisser votre chèque. Il a également pris la liberté de contacter la clinique suisse, où votre père doit être traité. Tout est arrangé pour son transfert dès demain. » Les yeux d'Amélie se remplirent de larmes de gratitude. « Si vite. Mais comment a-t-il... Monsieur Delacroix a ses contacts partout en Europe, mademoiselle. Votre père sera pris en charge par les meilleurs spécialistes. Ne vous inquiétez de rien. » Après le départ de madame Rousseau, Amélie découvrit qu'une garde-robe complète l'attendait dans l'immense dressing de sa suite. Des robes de couturier parisien, des lingeries de soie, des chaussures italiennes. Tout était exactement à sa taille. Comment Gabriel pouvait-il connaître ses mesures avec une telle précision? Elle choisit une robe simple en laine noire, élégante mais sobre, et descendit au rez-de-chaussée. Marcel l'attendait dans le hall. « Monsieur Delacroix vous fait ses excuses, mademoiselle. Il a dû partir tôt pour une réunion d'affaires à Marseille. Il sera de retour ce soir et souhaite dîner avec vous à 20 h. » Le voyage à la banque se déroula sans encombre. Amélie encaissa le chèque et vira immédiatement la somme à la clinique suisse. En voyant les zéros s'afficher sur l'écran, elle réalisa pleinement l'ampleur de sa dette. 100 000 €. Combien de temps faudrait-il pour rembourser une telle somme avec son corps? L'après-midi, elle rendit visite à son père à l'hôpital Édouard Herriot. Henri Moreau dormait, amaigri mais paisible. Les médecins avaient confirmé que le transfert en Suisse aurait lieu le lendemain matin. « Papa », murmura-t-elle en prenant sa main froide dans les siennes, « je t'ai trouvé l'argent. Tu vas guérir, mais je ne pourrai pas t'expliquer comment. » Pas tout de suite. Henri ouvrit péniblement les yeux. « Ma petite Amélie, tu n'as pas fait de bêtises, j'espère. »« Non, papa, bien sûr que non. » Le mensonge lui brûla les lèvres. « Un mécène anonyme. Quelqu'un qui admire ton travail de professeur. » Henri sourit faiblement. « Il y a encore des âmes généreuses dans ce monde. Prends soin de toi, ma chérie, et ne t'inquiète pas pour moi. » De retour au château en fin d'après-midi, Amélie explora la propriété. Les jardins étaient magnifiques, même en cette saison automnale. Elle découvrit une bibliothèque immense remplie de livres rares, une salle de musique avec un piano à queue Steinway, et même une piscine intérieure chauffée. Chaque pièce témoignait d'un goût exquis et d'une richesse inouïe. Dans la bibliothèque, un détail attira son attention. Une section entière était consacrée à la littérature française classique, ses auteurs préférés.
Racine, Corneille, Baudelaire. Comment Gabriel avait-il pu deviner ses goûts littéraires? Vous aimez la poésie? La voix grave la fit sursauter. Gabriel se tenait dans l'embrasure de la porte, élégant dans un costume gris anthracite. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés par le vent, lui donnant un air moins intimidant que la veille. Oui, beaucoup. J'ai fait mes études de littérature. Je sais. Il s'approcha d'elle et elle remarqua qu'il boitait très légèrement. Université Lumière Lyon 2, master en littérature française contemporaine, mention très bien. Votre mémoire portait sur l'évolution du personnage féminin dans la littérature française du XXe siècle. Un sujet passionnant. Amélie le regarda stupéfaite. Comment savez-vous tout cela? Gabriel prit un livre sur l'étagère, un recueil de Verlaine. Je me renseigne toujours sur mes associés. Vos associés? Le terme la fit frémir. Préférez-vous que je vous appelle ma maîtresse? Ou ma débitrice? Son ton était neutre, presque détaché, mais ses yeux verts ne quittaient pas son visage. Amélie détourna le regard. Associé me convient. Parfait. Alors, ma chère associée, il est temps d'établir les règles de notre arrangement. Il la guida vers le salon adjacent, une pièce somptueuse décorée dans les tons dorés et bordeaux. Ils s'assirent face à face, séparés par une table basse en marqueterie. Première règle, vous vivez ici jusqu'à ce que votre dette soit remboursée. Vous pouvez sortir, mais toujours accompagné de mon chauffeur ou de Marcel. Votre sécurité est de ma responsabilité. Combien de temps cela prendra-t-il? La question lui échappa malgré elle. Gabriel l'étudia longuement. Cela dépend de votre coopération. Deuxième règle, vous dînez avec moi chaque soir à 20h. Nous discuterons de votre journée, de vos lectures, de vos pensées. Je veux vous connaître, Amélie. La façon dont il prononçait son prénom la troublait toujours autant. Troisième règle, vous porterez les vêtements que j'ai choisis pour vous. Ils vous vont à ravir. Comment connaissez-vous ma taille? Un sourire énigmatique étira ses lèvres. J'ai l'œil pour ce genre de détails. Quatrième règle, vous ne devez jamais mentir. Je déteste les mensonges plus que tout au monde. Amélie pensa à son père, à qui elle avait menti quelques heures plus tôt. Et si la vérité peut blesser? La vérité blesse moins que la découverte d'un mensonge. Croyez-moi. Il y avait une douleur ancienne dans sa voix qui intrigua Amélie. Cinquième et dernière règle pour le moment. Quand je vous appellerai dans mes appartements privés, vous viendrez immédiatement. Peu importe l'heure, peu importe ce que vous faites. Le cœur d'Amélie s'accéléra. Et que se passera-t-il dans vos appartements? Cela dépendra de mon humeur. Sa voix s'était faite plus grave, plus intime. Parfois, nous parlerons. Parfois, nous boirons un verre. Et parfois, il laissa la phrase en suspens, laissant l'imagination d'Amélie combler les blancs. « J'ai compris », murmura-t-elle. « Bien, maintenant, allons dîner. J'ai fait préparer vos plats préférés. » Le dîner fut servi dans la salle à manger principale, une pièce majestueuse avec une table pouvant accueillir 20 convives. Ce soir, seuls 2 couverts étaient dressés, face à face au bout de la table. Des bougies éclairaient la pièce d'une lumière dorée et intime. Gabriel n'avait pas menti. Le menu était composé de tous ses plats favoris. Velouté de châtaigne, filet de bœuf au cèpe, tarte tatin. Comment pouvait-il connaître ses goûts culinaires? « Vous me surveillez depuis longtemps ?» demanda-t-elle en goûtant le velouté parfaitement assaisonné. « Vous surveiller est un bien grand mot. » Gabriel but une gorgée de son vin, un Châteauneuf du Pape de 1998. « Disons que je m'intéresse à vous depuis quelques années. » « Pourquoi ?» Gabriel posa son verre et la regarda intensément. « Parce que vous êtes tout ce que je ne suis pas, Amélie. Pure, innocente, généreuse. Vous êtes comme un rayon de soleil dans mon monde d'ombre. Vous me connaissez à peine. Détrompez-vous. Je sais que vous donnez des cours de soutien gratuits aux enfants de votre quartier. Je sais que vous avez vendu vos bijoux de famille pour payer les médicaments de votre père avant même qu'il ne tombe gravement malade. Je sais que vous refusez systématiquement les avances des hommes parce que vous attendez le grand amour. » Il marqua une pause. « Je sais aussi que vous lisez jusqu'à tard dans la nuit, que vous adorez les films de Truffaut et que vous pleurez à chaque fois que vous entendez « La vie en rose » d'Édith Piaf. » Amélie était bouche bée. « C'est de l'espionnage. C'est de l'admiration, » corrigea Gabriel. « Admirer quelqu'un de loin, c'est la forme la plus pure d'amour, vous ne trouvez pas? »« L'amour ?» Le mot résonna étrangement dans la grande salle à manger. Gabriel détourna le regard. « Parlons d'autre chose. Comment va votre père ?» Le changement de sujet était si abrupt qu'Amélie comprit qu'elle venait de toucher un point sensible. Mais elle n'insista pas.
Il sera transféré demain matin. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous me remerciez déjà, Amélie. Votre présence ici était le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. » Après le dîner, Gabriel la raccompagna jusqu'à sa chambre. Ils s'arrêtèrent devant sa porte et un silence tendu s'installa entre eux. « Bonne nuit, Amélie. »« Gabriel, quand allez-vous? Enfin, quand notre arrangement va-t-il vraiment commencer ?» Il s'approcha d'elle, si près qu'elle pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux verts. Sa main se leva vers son visage, mais s'arrêta à quelques centimètres de sa joue. « Patience, mon ange, toute chose en son temps. » Il repartit vers ses appartements, la laissant troublée et confuse devant sa porte. Les jours suivants s'installèrent dans une routine étrange. Amélie passait ses matinées à lire dans la bibliothèque ou à se promener dans les jardins. L'après-midi, elle rendait visite à son père qui était désormais en Suisse et commençait son traitement. Les nouvelles étaient encourageantes. Les médecins suisses étaient optimistes. Chaque soir, elle dînait avec Gabriel. Ces repas étaient devenus les moments les plus intenses de ses journées. Gabriel était un homme cultivé, intelligent, et leur conversation portait sur la littérature, l'art, la philosophie. Il semblait connaître tous ses auteurs préférés et avait lu plus de livres qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Mais ce qui la troublait le plus, c'est qu'il ne l'avait pas touchée, pas une fois. Il la regardait avec une intensité brûlante, ses yeux suivaient chacun de ses mouvements, mais il gardait toujours une distance physique entre eux. Une semaine après son arrivée, Amélie n'y tenait plus. Ce soir-là, après le dîner, elle prit son courage à deux mains. « Gabriel, puis-je vous poser une question indiscrète? Toutes vos questions sont les bienvenues. Pourquoi ne m'avez-vous pas encore touché ?» Gabriel s'immobilisa, son verre de cognac à mi-chemin de ses lèvres. « Vous êtes impatiente de remplir votre part du contrat. »« Non, ce n'est pas ça. C'est juste que je ne comprends pas. J'ai accepté de devenir votre maîtresse, mais vous vous comportez comme si j'étais votre invité. » Gabriel vida son verre d'un trait et se leva. Il vint se placer derrière le fauteuil d'Amélie, posant ses mains sur le dossier. « Vous voulez vraiment savoir pourquoi ?»« Oui, parce que quand je vous toucherai, Amélie, ce ne sera pas pour honorer un contrat. Ce sera parce que vous le désirerez autant que moi. » Sa voix était rauque, chargée d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Mais notre accord vous lie à moi, c'est vrai. Mais je refuse de prendre une femme qui ne vient à moi que par obligation. » Il se pencha vers elle, ses lèvres effleurant son oreille. « Quand vous serez prête, quand votre corps appellera le mien autant que le mien appelle le vôtre, alors nous deviendrons amants, pas avant. » Amélie frissonna. La proximité de Gabriel, son parfum, la chaleur de son souffle contre sa peau, elle sentait naître en elle des sensations troublantes qu'elle ne comprenait pas. Et si ce moment n'arrive jamais? Gabriel se redressa et contourna le fauteuil pour se placer face à elle. Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Alors je serai le plus malheureux des hommes, mais je respecterai votre choix. » Amélie regarda leurs mains entrelacées. Les siennes, petites et pâles, semblaient si fragiles dans celles de Gabriel, larges et puissantes. Elle remarqua une cicatrice qui barrait sa paume droite. « Comment vous êtes-vous fait cette cicatrice ?» Gabriel suivit son regard. « Une vieille blessure. Quelqu'un en qui j'avais confiance m'a trahi. J'ai appris ce jour-là à ne jamais baisser ma garde. Qui vous a trahi? La femme que j'aimais. » Sa voix était devenue plus dure. Ou plutôt la femme que je croyais aimer. Amélie sentit une pointe de jalousie inattendue. Qu'est-elle devenue? Elle a épousé celui qui lui offrait le plus de prestige social. Gabriel libéra les mains d'Amélie et se releva. Assez parlé du passé. Il se fait tard. Mais Amélie n'était pas prête à en rester là. « Gabriel, puis-je vous demander autre chose? Vous pouvez tout me demander. »« Pourquoi moi? Avec votre fortune, votre pouvoir, vous pourriez avoir toutes les femmes que vous voulez. Alors pourquoi une fille ordinaire comme moi ?» Gabriel la regarda longuement, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit de la vulnérabilité dans ses yeux. « Parce que vous n'êtes pas ordinaire, Amélie. Vous êtes extraordinaire et vous ne le savez même pas. » Il quitta la pièce, la laissant seule avec ses pensées tumultueuses. Cette nuit-là, Amélie ne parvint pas à dormir. Elle pensait aux paroles de Gabriel, à la façon dont il la regardait, à cette tension constante qui vibrait entre eux. Elle commençait à comprendre que cet homme était bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Derrière le masque du diable élégant se cachait quelqu'un qui avait souffert, qui avait été trahi, et qui la désirait avec une intensité qui la terrifiait et l'excitait à la fois. Mais elle ne savait pas encore qu'à l'autre bout de Lyon,
Dans l'hôtel particulier de la famille de Montmorency, Isabelle était en train de planifier sa revanche. Isabelle de Montmorency était une femme de 32 ans, héritière d'une fortune bancaire considérable, belle à la manière froide des aristocrates, avec ses cheveux blonds platine toujours parfaitement coiffés et ses yeux bleus comme la glace. Elle avait toujours considéré Gabrielle Delacroix comme sa propriété future. L'arrangement entre leurs familles avait été conclu quand ils avaient respectivement 25 et 23 ans. Un mariage d'intérêt qui unirait la finance et le commerce, la respectabilité et le pouvoir occulte. Gabrielle n'avait jamais officiellement accepté, mais il n'avait jamais refusé non plus. Pour Isabelle, c'était suffisant. « Madame, dit son majordome en entrant dans son salon, les informations que vous avez demandées. » Isabelle prit la chemise cartonnée et l'ouvrit. Photos, rapport de surveillance historique familiale. Tout y était sur Amélie Moreau. Intéressant, murmura-t-elle en étudiant une photo d'Amélie sortant de l'hôpital. Une petite bourgeoise sans le sou qui joue les héroïnes pour sauver papa. Comme c'est touchant. Elle tourna les pages, découvrant l'étendue de l'enquête. Son père est en Suisse, traitement financé par Gabrielle, bien sûr. Cette petite garce a réussi à l'attendrir. Isabelle referma la chemise d'un geste sec. Très bien. Si Gabrielle veut jouer au sauveur avec cette petite souris, nous allons voir combien de temps cela va durer. Elle décrocha son téléphone et composa un numéro. Docteur Moreau, Isabelle de Montmorency à l'appareil. J'aimerais vous rencontrer concernant votre fille. J'ai quelque chose d'important à vous dire sur l'homme qui finance votre traitement. De son côté, Gabrielle n'était pas au courant de cette conversation. Il passait ses nuits debout dans son bureau, à regarder les fenêtres de la chambre d'Amélie. Il était en train de vivre l'un des plus grands défis de sa vie. Avoir enfin la femme qu'il désirait depuis des années sous son toit, disponible selon les termes de leur accord, et être incapable de la toucher, parce qu'il voulait plus qu'un simple arrangement charnel. Il voulait son cœur. Il voulait qu'elle l'aime comme il l'aimait. Mais Gabrielle Delacroix, habituée à prendre ce qu'il voulait par la force ou la ruse, découvrait que l'amour ne se commandait pas, et que parfois les victoires les plus importantes sont celles qu'on remporte sur soi-même. Le lendemain matin apporterait de nouveaux défis, car Henri Moreau, depuis sa clinique suisse, venait de recevoir un visiteur imprévu qui allait tout changer. Dans la clinique UP de Genève, Henri Moreau observait les montagnes enneigées par la fenêtre de sa chambre privée. 2 semaines de traitement avaient déjà apporté des résultats encourageants. Les médecins parlaient de rémission possible, de nouvelles chances. Il pensait à sa fille, à ce mystérieux mécène qui avait rendu tout cela possible quand on frappa à sa porte. « Entrez », dit-il en s'attendant à voir l'une des infirmières. Une femme élégante dans la trentaine fit son apparition. Vêtue d'un tailleur Chanel beige et portant un sac Hermès, elle dégageait cette assurance froide, propre à l'aristocratie financière. Ses cheveux blonds platine étaient tirés en chignon strict et ses yeux bleus perçants jaugeaient Henri avec une intensité déplaisante. « Monsieur Moreau, je suis Isabelle de Montmorency. J'espère que je ne vous dérange pas. » Henri fronça les sourcils. « Je ne vous connais pas, madame. Comment êtes-vous entrée ? » « J'ai mes entrées partout, monsieur Moreau. » Elle prit une chaise et s'assit sans y être invitée. « Je suis venu vous parler de votre fille Amélie et de l'homme qui finance votre traitement. » Le cœur d'Henri se serra. « Que voulez-vous dire ? Votre fille vous a-t-elle dit qui était ce généreux mécène ?» Isabelle sortit une photo de son sac et la posa sur la table de chevet. « Gabrielle Delacroix, cela vous dit quelque chose ?» Henri regarda la photo et pâlit. L'homme élégant qui souriait à l'objectif n'était pas inconnu. Tout professeur de la région lyonnaise connaissait ce nom, ces rumeurs. Le chef de la pègre lyonnaise ? Entre autres. Isabelle croisa les jambes, visiblement satisfaite de l'effet produit. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur Moreau. Gabrielle n'offre jamais rien gratuitement. Votre fille paie actuellement votre traitement d'une manière très particulière. Henri se redressa péniblement dans son lit. Que voulez-vous dire ? Oh, votre petite Amélie si pure vit désormais dans le château de Gabrielle. Elle est devenue sa maîtresse pour rembourser les 100 000 € de votre traitement. Isabelle savoura chaque mot. Elle s'est vendue, monsieur Moreau, pour vous sauver. Le vieil homme sentit le monde s'effondrer autour de lui. Non, Amélie ne ferait jamais. Elle m'a dit qu'il s'agissait d'un mécène anonyme. Votre fille est courageuse, je lui accorde cela. Mais naïve. Gabrielle Delacroix est un homme dangereux qui détruit tout ce qu'il touche. Isabelle se pencha vers lui. Je peux l'aider, monsieur Moreau. Je peux la libérer de cet arrangement sordide. Comment ?
en convainquant votre fille de quitter Gabriel avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'elle ne soit souillée définitivement par ce monde de violence et de corruption. Henri ferma les yeux, accablé par la culpabilité. Sa petite fille, sa pure Amélie, sacrifice pour le sauver. Que voulez-vous que je fasse? Isabelle sourit, un sourire froid comme l'acier. Rien du tout. Laissez-moi simplement rendre visite à votre fille. Laissez-moi lui ouvrir les yeux sur l'homme qu'elle côtoie. Pendant ce temps, au château de Montclair, Amélie venait de vivre l'un des moments les plus troublants de sa vie. Ce matin-là, elle s'était réveillée avec une fièvre légère et des nausées. Inquiète, elle avait demandé à consulter le médecin de famille de Gabriel. Le docteur Beaumont, un homme distingué aux cheveux gris, l'avait examiné dans le petit dispensaire aménagé au château. Après une série de tests, il avait quitté la pièce pour revenir quelques minutes plus tard avec un sourire bienveillant. « Félicitations, mademoiselle Moreau. Vous êtes enceinte. D'environ 3 semaines, je dirais. » Amélie avait senti le monde tourner autour d'elle. Enceinte, elle portait l'enfant de Gabriel Delacroix. Un enfant conçu lors de cette nuit unique, où il l'avait finalement touché une semaine plus tôt. Cette nuit-là était gravée dans sa mémoire avec une précision douloureuse. Après un dîner particulièrement tendu, où ils avaient parlé de littérature romantique, Gabriel l'avait raccompagné comme d'habitude. Mais cette fois, au lieu de s'arrêter devant sa porte, il avait continué jusqu'à ses appartements privés. « Venez », avait-il dit simplement. Ses appartements étaient à son image, somptueux mais sobres, dominés par une immense baie vitrée qui donnait sur Lyon illuminé. Un feu crépitait dans la cheminée, et des bougies éclairèrent la pièce d'une lumière dorée. « Pourquoi m'amenez-vous ici ?» avait-elle demandé, le cœur battant. « Parce que je n'en peux plus de vous désirer de loin. » Sa voix était rauque, chargée d'une tension longtemps contenue. « Parce que chaque soir, je vous regarde partir vers votre chambre en me retenant de vous suivre. » Il s'était approché d'elle, et cette fois, il n'avait pas arrêté son geste. Sa main avait caressé sa joue, ses lèvres avaient effleuré les siennes. « Dites-moi non si vous ne le voulez pas, Amélie. Dites-moi non et je vous laisse partir. » Mais elle n'avait pas dit non. Quelque chose en elle, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore, la poussait vers cet homme dangereux et fascinant. Leurs lèvres s'étaient jointes dans un baiser qui avait effacé toutes ses résistances. Cette nuit-là, Gabriel lui avait fait découvrir des sensations qu'elle n'aurait jamais imaginées. Il avait été doux, patient, attentif à chacune de ses réactions. Quand il l'avait enfin possédée, elle avait eu l'impression que 2 moitiés d'elle-même se réunissaient enfin. Au matin, il était parti tôt pour un voyage d'affaires à Monaco, la laissant seule avec ses souvenirs troublants et cette culpabilité qui la rongeait. Elle avait donné son corps par désir, pas par obligation, et cela changeait tout. Et maintenant, elle portait son enfant. Amélie resta prostrée dans le dispensaire, les mains posées sur son ventre encore plat. Comment allait-elle l'annoncer à Gabriel? Comment réagirait-il? Voudrait-il qu'elle se débarrasse du bébé? Mademoiselle? Le docteur Beaumont la regardait avec inquiétude. Tout va bien? Oui. Enfin non, c'est compliqué, docteur. Puis-je me permettre un conseil? Dans ma longue carrière, j'ai appris que la vérité, même difficile à dire, est toujours préférable au silence. Amélie hocha la tête et retourna vers le château. Gabriel ne reviendrait que le lendemain soir. Elle avait du temps pour réfléchir, pour trouver les mots. L'après-midi même, alors qu'elle lisait dans la bibliothèque, Marcel vint l'informer qu'une visiteuse demandait à la voir. Une certaine mademoiselle de Montmorency. Elle dit que c'est urgent. Amélie fronça les sourcils. Ce nom ne lui disait rien, mais quelque chose dans le ton de Marcel l'inquiéta. Faites-la entrer dans le petit salon. Quelques minutes plus tard, Amélie faisait face à l'une des plus belles femmes qu'elle ait jamais vues. Isabelle de Montmorency était éblouissante, avec cette beauté froide et parfaite des mannequins de magazine. À côté d'elle, Amélie se sentit soudain terne et ordinaire. Mademoiselle Moreau, enchantée. Isabelle lui tendit une main aux ongles parfaitement manucurés. « Je suis Isabelle de Montmorency, la fiancée de Gabriel. » Amélie sentit son sang se glacer. « Sa fiancée? Oh, il ne vous a pas dit ?» Isabelle feignit la surprise. « Nos familles ont arrangé notre union il y a plusieurs années. Bien sûr, Gabriel a toujours eu ses distractions. Mais nous avons prévu de nous marier au printemps. Je ne comprends pas. » Isabelle s'assit gracieusement dans un fauteuil et croisa les jambes. « Asseyez-vous, ma chère. Nous avons des choses importantes à nous dire. » Amélie obéit, l'esprit en ébullition. Gabriel fiancé. Il ne lui avait jamais parlé d'Isabelle.
Écoutez, Amélie, puis-je vous appeler Amélie? Je ne vous en veux pas. Gabriel a toujours eu un faible pour les jeunes femmes innocentes. C'est un trait de caractère que je connais bien. Madame de Montmorency, je crois qu'il y a un malentendu. Il n'y a aucun malentendu. Isabelle sortit une pochette de son sac et en tira plusieurs photos. Nos fiançailles officielles, notre dernière réception ensemble, notre voyage en Toscane l'été dernier. Amélie regarda les photos, le cœur serré. Gabriel souriait aux côtés d'Isabelle, son bras autour de sa taille. Ils formaient un couple parfait, assorti, évoluant dans le même monde de luxe et de privilèges. Vous êtes très jolie, Amélie, et je comprends l'attrait que vous pouvez exercer sur un homme comme Gabriel. Mais vous devez comprendre que vous n'êtes qu'une passade, une distraction avant qu'il n'honore ses engagements familiaux. Il ne m'a jamais dit qu'il était fiancé, murmura Amélie. Bien sûr que non. Les hommes de sa trempe ne compliquent jamais les choses avec leur maîtresse. Isabelle se pencha vers elle. Mais je ne suis pas venue ici pour vous faire de la peine. Au contraire, je veux vous aider. M'aider? Gabriel vous a-t-il dit qu'il vous aimait? Amélie secoua la tête, incapable de mentir. Il vous désire, c'est évident. Mais l'amour? Gabriel Delacroix n'aime que le pouvoir et l'argent. Les femmes ne sont pour lui que des trophées ou des outils. Vous vous trompez. Amélie retrouva enfin sa voix. Gabriel n'est pas comme ça. Isabelle rit, un rire cristallin et cruel. Ma pauvre petite, vous croyez le connaître? Savez-vous comment il a bâti son empire? Savez-vous combien d'hommes ont disparu parce qu'ils s'opposaient à lui? Je ne vous crois pas. Demandez-lui ce qui est arrivé à Pierre Rousseau, l'ancien associé de son père. Demandez-lui pourquoi la famille Mercier a quitté Lyon du jour au lendemain en 2018. Demandez-lui combien d'entreprises ont fait faillite parce qu'elles refusaient de payer sa protection. Chaque mot d'Isabelle était comme un coup de poignard. Amélie connaissait la réputation de Gabriel, mais entendre ces détails précis la troublait profondément. Mais je ne suis pas venu pour vous parler du passé de Gabriel. Isabelle rangea les photos dans son sac. Je suis venu vous proposer une solution. Quelle solution? Votre père va mieux, n'est-ce pas? Le traitement fonctionne? Oui, mais qu'est-ce que? Alors votre dette envers Gabriel peut être remboursée autrement. Ma famille possède des banques dans toute l'Europe. Je peux arranger un prêt pour couvrir les frais médicaux de votre père. Vous pourrez rembourser Gabriel et quitter cette vie qui ne vous convient pas. Amélie la regarda méfiante. Pourquoi feriez-vous cela? Parce que je veux épouser Gabriel sans que des complications viennent perturber nos projets. Isabelle se leva. Et parce que vous méritez mieux qu'être la maîtresse d'un homme qui ne vous aimera jamais. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr. Mais ne réfléchissez pas trop longtemps, ma chère. Gabriel se lasse vite de ses jouets. Isabelle se dirigea vers la porte, puis se retourna. Oh, et Amélie, si vous pensiez que porter son enfant changerait quelque chose, détrompez-vous. Gabriel n'a que faire des bâtards. Amélie sursauta. Comment Isabelle pouvait-elle savoir pour sa grossesse? Comment? Le docteur Beaumont est un vieil ami de la famille. Il était inquiet pour vous et a pensé que j'aimerais être mise au courant. Isabelle sourit froidement. Ne vous en faites pas, votre secret est en sécurité avec moi, pour l'instant. Après le départ d'Isabelle, Amélie resta prostrée dans le salon, l'esprit en chaos. Tout ce en quoi elle commençait à croire s'effondrait. Gabriel était fiancé. Il ne lui avait jamais parlé d'amour. Et maintenant, elle portait son enfant. Un enfant qu'il considérerait peut-être comme un fardeau. Elle monta dans sa chambre et s'allongea sur son lit, une main posée sur son ventre. Que devait-elle faire? Fuir avec l'aide d'Isabelle? Affronter Gabriel? Lui dire la vérité pour sa grossesse? Le soir même, alors qu'elle dînait seule dans la grande salle à manger, Marcel vint lui apporter un message. Monsieur Delacroix a téléphoné. Il rentrera plus tôt que prévu. Il sera là demain matin et souhaite vous voir dès son arrivée. Cette nuit-là, Amélie ne dormit pas. Elle tourna et retourna les paroles d'Isabelle dans sa tête, cherchant à démêler le vrai du faux. Gabriel était-il vraiment l'homme qu'elle commençait à aimer, ou le monstre que décrivait Isabelle? Au matin, elle se prépara avec soin, choisissant une robe bleue qui mettait en valeur ses yeux. Si elle devait affronter Gabriel, si elle devait lui révéler sa grossesse et exiger la vérité sur Isabelle, elle voulait être à son avantage. Gabriel arriva vers 10 heures et Amélie l'entendit depuis sa chambre. Sa voix grave résonnait dans le hall donnant des instructions à Marcel.
Quelques minutes plus tard, on frappa à sa porte. « Amélie, pouvez-vous venir dans mon bureau ?» Elle descendit, le cœur battant. Gabriel l'attendait derrière son bureau, plus séduisant que jamais dans son costume sombre. Mais quelque chose dans son expression l'a mis mal à l'aise. Il semblait tendu, préoccupé. « Asseyez-vous » dit-il sans préambule. Elle prit place, dans le fauteuil face à lui, notant qu'il ne venait pas l'embrasser comme il l'avait fait avant son départ. « J'ai eu une conversation intéressante hier soir, commença-t-il, avec le docteur Beaumont. » Le sang d'Amélie se glaça. Il savait. Il était inquiet pour vous. Il pensait que j'avais le droit de savoir que vous portiez mon enfant, Gabriel. Se leva et contourna son bureau, mais cette fois, au lieu de s'approcher d'elle, il se dirigea vers la fenêtre. « Vous aviez l'intention de me le dire ?»« Oui, murmura-t-elle. Je voulais attendre votre retour. Et qu'aviez-vous prévu de faire? Exiger que j'épouse la mère de mon enfant? Utiliser cette grossesse pour vous assurer une place permanente? » « Dans ma vie ?» La dureté de sa voix la blessa profondément. « Non, ce n'est pas du tout ça. »« Vraiment ?» Il se retourna et elle vit une colère froide dans ses yeux verts. « Alors expliquez-moi pourquoi vous avez reçu Isabelle de Montmorency hier et pourquoi vous avez discuté de votre grossesse avec elle. » Amélie pâlit. « Comment savez-vous ça ?»« Marcel m'informe de tout ce qui se passe dans cette maison. »« Alors, que vous a-t-elle proposé? De l'argent pour disparaître? Une nouvelle identité? Ou peut-être de garder l'enfant en échange d'une pension? Elle m'a dit que vous étiez fiancé. » Les mots sortirent dans un souffle. Gabriel s'immobilisa. « Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Quelle était votre fiancée? Que vous alliez vous marier au printemps? Qu'elle avait des photos ?» Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Est-ce que c'est vrai, Gabriel? Êtes-vous fiancé ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Gabriel retourna s'asseoir, passant une main dans ses cheveux. « C'est compliqué. »« Compliqué comment? On est fiancé ou on ne l'est pas. » Nos familles ont effectivement conclu un accord il y a des années, mais je n'ai jamais accepté officiellement. Mais vous ne l'avez jamais refusé non plus. Amélie se leva, tremblante de colère et de douleur. Vous m'avez fait l'amour en sachant que vous en épouseriez une autre. Amélie, écoutez-moi. Non, j'en ai assez d'écouter. J'en ai assez d'être manipulée par tout le monde. Elle se dirigea vers la porte. Isabelle avait raison. Je ne suis qu'une distraction pour vous. Amélie, ne partez pas. Mais elle était déjà sortie, claquant la porte derrière elle. Elle monta dans sa chambre et commença à faire ses bagages avec des gestes frénétiques. Elle avait été une idiote de croire qu'un homme comme Gabriel Delacroix pouvait l'aimer. Elle n'était qu'une fille ordinaire qui s'était vendue pour sauver son père, et maintenant, elle payait le prix de sa naïveté. Gabriel la suivit et entra dans sa chambre sans frapper. « Que faites-vous ?»« Je pars. » Elle fourra ses vêtements dans une valise sans les plier. « Je trouverai un moyen de vous rembourser. »« Vous ne pouvez pas partir. Regardez-moi bien. » Elle se retourna, les yeux brillants de larmes. « Notre accord stipulait que je devais rester jusqu'à ce que ma dette soit remboursée. Eh bien, je préfère mourir que de rester une minute de plus dans cette maison. » Gabriel s'approcha d'elle et referma la valise d'un geste sec. « Vous portez mon enfant. Vous ne partirez nulle part. »« Votre enfant ?» Elle eut un rire amer. « D'après Isabelle, vous n'avez que faire des bâtards. » L'expression de Gabriel se durcit dangereusement. « Isabelle a dit ça ?»« Entre autres choses. Elle m'a aussi parlé de vos méthodes d'affaires. Des gens qui disparaissent quand ils vous déplaisent. Des familles qui fuient Lyon du jour au lendemain. Et vous l'avez cru? Pourquoi mentira-t-elle? Qu'est-ce qu'elle aurait à y gagner ?» Gabriel la regarda longuement, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit de la vraie douleur dans ses yeux. « Vous voulez vraiment savoir qui je suis, Amélie? Vous voulez connaître la vérité sur mes affaires, sur mon passé, sur Isabelle? Oui, alors asseyez-vous, et préparez-vous à entendre des choses qui risquent de vous faire encore plus mal que les mensonges d'Isabelle. » Amélie s'assit lentement sur le bord du lit, croisant les bras sur sa poitrine, comme pour se protéger. Gabriel resta debout près de la fenêtre, le regard perdu vers les jardins du château. Le silence s'étira entre eux, lourd de non-dits et de douleur. « Mon père n'était pas qu'un simple négociant en vin », commença Gabriel d'une voix grave. Pierre Delacroix dirigeait l'un des réseaux les plus puissants de la région Rhône-Alpes, pas la pègre vulgaire qu'on imagine, mais une organisation sophistiquée
qui gérait les intérêts de familles influentes. Prêts, investissements, protection. Un monde parallèle où l'argent sale devenait propre. Il se tourna vers elle, et Amélie fut frappée par la lassitude qui marquait son visage. J'ai grandi dans ce milieu, Amélie. À 15 ans, je savais déjà distinguer un fusil d'assaut d'un pistolet automatique. À 18 ans, j'avais assisté à ma première exécution. Mon père disait que c'était nécessaire pour ma formation. Amélie sentit son estomac se nouer. « Gabriel, laissez-moi finir. » Il s'approcha d'elle, s'agenouillant devant le lit pour être à sa hauteur. Quand j'ai eu 25 ans, mon père a été assassiné par un rival qui voulait prendre le contrôle de ses affaires. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé à la tête d'un empire que je ne voulais pas diriger. Alors pourquoi l'avez-vous fait? Parce que si je n'avais pas pris la succession, une guerre aurait éclaté. Nos hommes auraient été massacrés, nos familles menacées. J'ai repris les affaires de mon père pour protéger ceux qui dépendaient de nous. Gabriel se releva et retourna vers la fenêtre. Mais j'ai fait les choses différemment. Plus de meurtres inutiles, plus d'intimidation gratuite. J'ai modernisé l'organisation, investi dans des entreprises légales, blanchi progressivement l'argent sale. En 10 ans, j'ai transformé un réseau criminel en un empire commercial presque respectable. Presque, et il reste encore des zones grises. Des activités qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain sans créer un vide que d'autres, plus violents, s'empresseraient de combler. Il la regarda intensément. Mais depuis que vous êtes dans ma vie, Amélie, je ne pense qu'à une chose, tout quitter. Vendre mes parts, transférer mes responsabilités, partir loin de Lyon avec vous. Amélie sentit son cœur se serrer. Et Isabelle dans tout ça? Le visage de Gabriel se durcit. Et Isabelle de Montmorency est la fille du banquier qui blanchissait l'argent de mon père. Quand j'ai pris la succession, sa famille a proposé cette alliance pour sécuriser leurs intérêts. Un mariage qui unirait nos deux empires. Vous avez accepté? J'ai laissé traîner les négociations. Je n'ai jamais dit oui, mais je n'ai jamais dit non non plus. C'était pratique. Cela tenait les autres familles à distance et me donnait du temps. Du temps pourquoi? Gabriel revint vers elle et prit ses mains dans les siennes. Du temps pour vous trouver. Du temps pour trouver une raison de tout quitter. Amélie retira ses mains. Vous me prenez pour une idiote, Gabriel? Vous prétendiez m'aimer avant même de me connaître? Parce que je vous aimais avant de vous connaître. Sa voix était passionnée, désespérée. Cette première fois sur la place Bellecour, quand je vous ai vu rire avec votre père, j'ai su immédiatement que vous étiez différente. Puis je vous ai observé, protégé, aimé de loin pendant des années. Vous m'avez espionné. Je vous ai protégé. Gabriel se leva brusquement. Vous croyez que c'est un hasard si votre père n'a jamais eu d'ennui, malgré ses prises de position contre la drogue? Vous croyez que c'est de la chance si vous n'avez jamais été agressé dans le métro tard le soir? Si votre propriétaire véreux a renoncé à vous expulser? Amélie le regarda, stupéfaite. C'était vous? Bien sûr que c'était moi. Pendant 4 ans, j'ai veillé sur vous sans que vous le sachiez. J'ai écarté tous ceux qui auraient pu vous faire du mal. Et quand vous êtes venu frapper à ma porte cette nuit de pluie, j'ai cru que le destin m'offrait enfin une chance de m'acheter. Gabriel ferma les yeux, comme si ces mots le blessaient physiquement. Une chance de vous avoir près de moi, d'apprendre à vous connaître vraiment, de vous faire comprendre qui j'étais au-delà de ma réputation. Et l'enfant? Amélie posa une main protectrice sur son ventre. Que comptez-vous faire de votre enfant? L'aimer, le protéger, lui donner le nom de Delacroix et tout ce qui va avec. Gabriel s'agenouilla à nouveau devant elle. Amélie, cet enfant change tout. Il me donne une raison supplémentaire de quitter cette vie, de devenir l'homme que vous méritez. Et Isabelle, elle va accepter que vous rompiez vos fiançailles pour une ancienne maîtresse enceinte? Le silence de Gabriel fut éloquent. Amélie comprit qu'il n'avait pas encore trouvé de solution à ce problème. Elle ne vous laissera jamais partir, murmura-t-elle. Elle a trop investi dans cette alliance. Isabelle n'a pas le choix. Je ne l'épouserai jamais. Même si cela déclenche une guerre entre vos familles? Gabriel ne répondit pas, et Amélie eut sa réponse. Il était prêt à risquer beaucoup pour elle, mais pas à mettre en danger tous ceux qui dépendaient de lui. Un coup à la porte interrompit leur conversation. Marcel entra à l'air soucieux. « Monsieur, pardonnez-moi de vous déranger, mais nous avons un problème. Monsieur Antoine de Beaumont demande à vous voir de toute urgence. » Gabriel fronça les sourcils. « Antoine? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il dit que c'est à propos de mademoiselle Moreau. »
Amélie et Gabriel échangèrent un regard inquiet. Antoine de Beaumont était l'héritier de l'une des plus anciennes familles lyonnaises, rival traditionnel des Delacroix, mais resté dans la légalité. Que pouvait-il vouloir à Amélie? Faites-le entrer dans mon bureau. J'arrive. Gabriel se tourna vers Amélie. Restez ici. Je vais voir ce qu'il veut. Non, s'il s'agit de moi, j'ai le droit de savoir. Gabriel hésita, puis hocha la tête. Très bien, mais laissez-moi parler. Ils descendirent ensemble vers le bureau. Antoine de Beaumont les attendait, debout près de la cheminée. C'était un homme d'une trentaine d'années, grand et élégant, avec des cheveux châtains et des yeux noisettes. Il portait un costume sur mesure qui soulignait sa prestance naturelle. « Gabriel, dit-il en se tournant vers eux, puis s'inclinant légèrement, « Mademoiselle Moreau. »« Antoine, que me vaut l'honneur de votre visite ?» Antoine regarda Amélie, puis Gabriel. « Je viens proposer mon aide à Mademoiselle Moreau. J'ai appris qu'elle se trouvait dans une situation délicate. » Quelle situation? Gabriel avait pris sa voix la plus froide. Son père a reçu la visite d'Isabelle de Montmorency en Suisse. Isabelle lui a révélé les arrangements que vous avez pris avec sa fille. Antoine s'approcha d'Amélie. « Monsieur Moreau est désormais au courant de tout, mademoiselle. Il sait que vous vous êtes sacrifiée pour le sauver. » Amélie sentit ses jambes se dérober sous elle. Gabriel la rattrapa et l'aida à s'asseoir. « Papa sait ?» murmura-t-elle. Isabelle s'est montrée très détaillée dans ses révélations, confirma Antoine. « Votre père est effondré. Il se sent coupable d'avoir causé votre déchéance, comme il dit. » Gabriel serra les poings. « Cette garce! Isabelle m'a contacté ensuite, continua Antoine. Elle m'a proposé de vous aider à quitter cette situation, mademoiselle Moreau, en échange de certaines concessions de ma part. »« Quelles concessions ?» demanda Gabriel méfiant. Antoine sourit froidement. « Isabelle souhaite que j'épouse mademoiselle Moreau, un mariage qui la mettrait sous ma protection et l'éloignerait définitivement de vous, Gabriel. »« C'est hors de question, » gronda Gabriel. « Ce n'est pas à vous de décider, » répliqua Antoine. « C'est le choix de mademoiselle Moreau. » Il se tourna vers Amélie. « Je vous offre une sortie honorable de cette situation, mademoiselle. Mon nom, ma protection. Une vie respectable loin de la violence et de la corruption. Votre enfant porterait le nom de Beaumont et grandirait dans un environnement sain. » Amélie le regarda abasourdie. « Vous savez que je suis enceinte. Isabelle m'a tout dit. Cela ne me dérange pas. J'élèverai cet enfant comme le mien. » Gabriel fit un pas vers Antoine, menaçant. « Sortez de chez moi, maintenant. Je ne partirai pas sans la réponse de mademoiselle Moreau. » Antoine ne se laissa pas intimider. « Amélie, vous avez le droit de choisir votre avenir. Voulez-vous rester la maîtresse d'un homme qui ne pourra jamais vous épouser ou accepter ma proposition de mariage ?» Amélie se leva lentement. Son monde s'écroulait autour d'elle. Son père savait tout et se mourait de honte. Gabriel était pris au piège entre elle et Isabelle. Et maintenant, un inconnu lui proposait le mariage par pitié. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Amélie, non. Gabriel la prit par les épaules. Ne l'écoutez pas. Nous trouverons une solution ensemble. Quelle solution, Gabriel? Elle le regarda avec des yeux brillants de larmes. Vous allez épouser Isabelle au printemps. Moi, je vais accoucher d'un enfant illégitime qui portera le nom de Delacroix comme un fardeau. Mon père va mourir de honte et votre empire risque de s'effondrer à cause de moi. Rien de tout cela n'arrivera. Je vous le promets. Vous ne pouvez pas me promettre ça. Amélie se dégagea de son étreinte. « Monsieur de Beaumont, j'accepte votre proposition. Mais j'ai une condition. » Antoine inclina la tête. « Laquelle? Je veux voir mon père d'abord. Je veux lui expliquer personnellement ma décision. Bien sûr, mon jet privé peut nous emmener en Suisse dès demain matin. » Gabriel était devenu livide. « Amélie, vous ne pouvez pas faire ça. Vous portez mon enfant. » « Justement. » Elle le regarda avec une tristesse infinie. « Cet enfant mérite mieux qu'une guerre familiale et un père qui doit choisir entre lui et ses responsabilités. » Elle se tourna vers Antoine. « Je ferai mes bagages ce soir. Nous partirons demain à la première heure. » Antoine hocha la tête. « Je vous attendrai à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry à 8 heures. » Après son départ, Gabriel et Amélie se retrouvèrent seuls dans le bureau. Un silence pesant s'installa entre eux. « Vous allez vraiment l'épouser ?» demanda finalement Gabriel. « Qu'est-ce que j'ai d'autre comme choix ?» Amélie avait les larmes aux yeux. « Rester ici et regarder votre monde se déchirer à cause de moi? Voir mon père mourir de culpabilité? Et nous? Et ce qui s'est passé entre nous cette nuit-là ?» Amélie ferma les yeux. « Cette nuit-là a été la plus belle de ma vie, Gabriel. Mais elle a aussi été la plus grande erreur.
J'ai cru que vous pourriez m'aimer, mais vous appartenez à un monde où l'amour ne compte pas face aux intérêts familiaux. Ce n'est pas vrai. Alors prouvez-le. Elle le regarda avec défi. Appelez Isabelle. Rompez officiellement vos fiançailles. Annoncez à toutes les familles que vous quittez les affaires pour m'épouser. Faites-le maintenant devant moi. Gabriel ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Amélie eut un sourire triste. C'est bien ce que je pensais. Vous n'êtes pas prêt à tout sacrifier pour moi, et je ne peux pas vous en vouloir. Vous avez des responsabilités que je ne comprends même pas. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Sachez que je vous aimerai toujours, Gabriel Delacroix, mais aimer quelqu'un, c'est parfois savoir le laisser partir. Cette nuit-là fut la plus longue de la vie de Gabriel. Il arpenta son bureau comme un fauve en cage, se versant verre sur verre sans parvenir à anesthésier sa douleur. Vers 3 heures du matin, il prit une décision qui allait changer le cours des événements. Il décrocha son téléphone et composa un numéro. « Isabelle ?» ?»« C'est Gabriel. Il faut qu'on parle. Maintenant. » 1 heure plus tard, Isabelle de Montmorency faisait son entrée dans le bureau de Gabriel. Elle portait un manteau de fourrure blanche et un sourire triomphant. « Mon cher Gabriel, vous avez enfin retrouvé la raison ? Asseyez-vous, Isabelle. Et écoutez-moi bien. » Elle prit place face à lui, croisant élégamment les jambes. « Je vous écoute. Amélie Moreau va partir demain matin. Elle va épouser Antoine de Beaumont. » « Excellent. J'ai toujours dit que cette petite était plus intelligente qu'elle n'en avait l'air. » Gabriel se leva et se planta devant elle. « Vous avez manipulé son père. Vous avez révélé sa grossesse à Antoine. Vous avez orchestré tout cela pour me forcer la main. Et alors, c'était nécessaire. Cette fille vous rendait faible, Gabriel. Un homme comme vous ne peut pas se permettre de faiblir. Un homme comme moi, » Gabriel eut un rire amer. « Vous savez ce que je suis vraiment, Isabelle ? Un homme qui a passé 15 ans à construire un empire qu'il déteste, à diriger des hommes qu'il méprise, à s'allier avec des familles corrompues comme la vôtre. Gabriel, vous déraisonnez. Au contraire, je n'ai jamais été aussi lucide. » Il s'approcha d'elle, et pour la première fois, Isabelle vit quelque chose de dangereux dans ses yeux. « Vous voulez m'épouser, Isabelle ? Vous voulez unir nos empires ? Parfait. Mais sachez que le jour de notre mariage sera le dernier jour où vous aurez un quelconque pouvoir sur moi. » « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Gabriel ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe épaisse. « Voici les preuves de toutes les activités illégales de votre famille depuis 20 ans. Blanchiment d'argent, corruption, évasion fiscale. De quoi envoyer votre père en prison pour le reste de sa vie. » Isabelle pâlit. « Vous n'oseriez pas. Aussi j'oserais. Et je le ferai si vous tentez quoi que ce soit contre Amélie ou son enfant. » Gabriel rangea l'enveloppe. « Considérez cela comme ma police d'assurance. Vous pouvez m'épouser, Isabelle, mais vous ne me contrôlerez jamais. Vous êtes fou. Notre alliance. Notre alliance survivra parce qu'elle est nécessaire aux deux familles, mais elle se fera selon mes conditions. » Gabriel retourna s'asseoir. « Première condition. Vous ne vous approchez plus jamais d'Amélie Moreau ou de son père. Deuxième condition. Si elle a besoin d'aide, financière ou autre, vous veillerez personnellement à ce qu'elle l'obtienne. Troisième condition. Son enfant sera sous ma protection, qu'il porte mon nom ou celui de Beaumont. » Isabelle le regarda avec une haine froide. « Et si je refuse ? Alors je publie ces documents demain matin. Je romps notre accord et je déclare la guerre à votre famille. » Gabriel sourit, un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « À vous de voir, ma chère fiancée. » Isabelle se leva dignement. « Vous le regretterez, Gabriel. Un jour, vous regretterez de m'avoir humilié. Peut-être. Mais ce jour-là, Amélie sera en sécurité. Et c'est tout ce qui m'importe. » Après le départ d'Isabelle, Gabriel monta au 2e étage. La chambre d'Amélie était plongée dans l'obscurité, mais il vit de la lumière sous la porte. Elle ne dormait pas non plus. Il hésita un instant, puis frappa doucement. « Entrez. » Amélie était assise près de la fenêtre, encore habillée, une valise ouverte sur le lit. Elle avait pleuré, ses yeux étaient rouges et gonflés. « Je ne voulais pas que vous partiez sans que nous ayons parlé une dernière fois. » dit Gabriel. « Il n'y a plus rien à dire, Gabriel. Ma décision est prise. » Il s'approcha d'elle et s'agenouilla comme il l'avait déjà fait tant de fois. « Amélie, regardez-moi. » Elle tourna ses yeux noisettes vers lui, et Gabriel sentit son cœur se briser. « Je veux que vous sachiez que ces quelques semaines avec vous ont été les plus belles de ma vie. Vous m'avez fait découvrir qui je pouvais être quand j'étais avec vous. Un homme meilleur, plus doux, capable d'aimer sans calculer. » Gabriel. « Laissez-moi finir. » Il prit ses mains dans les siennes. «
Épousez Antoine si c'est ce qui vous rendra heureuse. Mais sachez que quoi qu'il arrive, où que vous soyez, je veillerai sur vous et sur notre enfant. Toujours. Notre enfant ne sera pas votre problème. Il sera toujours mon enfant, Amélie. Et vous serez toujours la femme que j'aime. Gabriel porta ses mains à ses lèvres et les embrassa tendrement. Si un jour vous avez besoin de moi, si un jour vous voulez revenir, je serai là. Peu importe le temps qui aura passé, peu importe les circonstances. Amélie sentit les larmes couler sur ses joues. Et Isabelle? Isabelle ne sera plus jamais un problème pour vous, je vous le promets. Il se leva et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il se retourna une dernière fois. Je vous aime, Amélie Moreau. Je vous aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Le lendemain matin, Gabriel regarda depuis la fenêtre de son bureau la voiture d'Antoine s'éloigner dans l'allée. Amélie ne s'était pas retournée pour regarder le château une dernière fois. Marcel entra avec le courrier du jour. « Monsieur, il y a ceci pour vous. » Gabriel prit l'enveloppe que lui tendait le majordome. Son nom était écrit de la main d'Amélie. À l'intérieur, il trouva une courte lettre et une photo. « Gabriel, je pars sans me retourner parce que si je le faisais, je n'aurais plus la force de partir. Merci pour tout ce que vous avez fait pour mon père et pour moi. Cette photo a été prise le jour où vous m'avez vu pour la première fois sur la place Bellecour. Papa l'avait dans son portefeuille. Je voulais que vous la gardiez en souvenir du jour où nos destins se sont croisés. Peut-être que dans une autre vie, nous aurions pu être heureux ensemble. Amélie. » Gabriel regarda la photo. Amélie, à 19 ans, rayonnante dans sa robe d'été, souriant à son père. L'image même de l'innocence et de la joie de vivre. Il pressa la photo contre son cœur et ferma les yeux. Dans quelques heures, il appellerait Isabelle pour confirmer leur mariage. Dans quelques mois, il épouserait une femme qu'il n'aimait pas pour protéger celle qu'il aimait. Mais pour la première fois, depuis qu'il avait pris la succession de son père, Gabriel Delacroix avait l'impression d'avoir fait le bon choix, même si cela lui brisait le cœur. 9 ans plus tard. Le petit village de Sainte-Croix-en-Jarez, niché dans les montagnes du Pilat à 1 heure de Lyon, semblait figé dans le temps. Ses maisons de pierre dorée, ses ruelles pavées et sa chartreuse médiévale en faisaient un havre de paix loin de l'agitation urbaine. C'est là qu'Amélie Moreau avait choisi de refaire sa vie, dans cette ancienne chartreuse transformée en village, où le temps s'écoulait au rythme des saisons. Ce matin d'octobre, elle préparait le petit déjeuner dans la cuisine de sa maison de pierre, une demeure modeste mais chaleureuse qu'elle avait achetée avec l'argent qu'Antoine de Beaumont lui avait généreusement donné après l'annulation de leur mariage. Car oui, contrairement à ce que tout le monde attendait, Amélie n'avait jamais épousé Antoine. 3 mois après avoir quitté Lyon, alors qu'elle était enceinte de 6 mois et vivait sous la protection de la famille Beaumont, Amélie avait pris une décision qui avait surpris tout le monde. Elle avait remercié Antoine pour sa générosité, décliné sa proposition de mariage et demandé l'aide pour disparaître complètement. Elle voulait élever son enfant loin de Lyon, loin des Delacroix et des Beaumont, loin de ce monde de pouvoir et de manipulation. Antoine, homme d'honneur, avait respecté sa décision. Il lui avait fourni une nouvelle identité, Amélie Dubois, et l'avait aidé à s'installer dans ce village reculé où personne ne poserait de questions sur une jeune veuve élevant seule son fils. « Maman, je ne trouve plus mon livre de maths. » La voix claire et impérieuse qui résonnait depuis l'étage fit sourire Amélie. Théo, son fils de 8 ans, était l'amour de sa vie et son plus grand défi quotidien. Grand pour son âge, avec des cheveux noirs indisciplinés et des yeux verts d'une intensité troublante, il était le portrait craché de son père. Mais contrairement à Gabriel, Théo avait hérité de la douceur de sa mère et de son amour pour les livres. « Il est dans ton cartable, mon chéri. Regarde bien. » Amélie versait le café dans sa tasse quand Théo déboula dans la cuisine. Cartable sur l'épaule et livre de mathématiques à la main. Tu avais raison. Il était dans la poche avant. Il l'embrassa sur la joue avant de s'asseoir à table. « Maman, tu crois que je pourrais visiter Lyon un jour ?» La question posée avec cette innocence enfantine serra le cœur d'Amélie. Théo ne savait rien de ses origines réelles. Pour lui, son père était mort dans un accident de voiture avant sa naissance et sa mère était veuve depuis toujours. Il ne connaissait de sa famille que son grand-père Henri, qui leur rendait visite 2 fois par an depuis qu'il était en rémission complète. « Pourquoi veux-tu aller à Lyon ?» demanda-t-elle en s'asseyant face à lui. « Madame Roussel nous a dit que c'est la 2e plus grande ville de France après Paris, et puis c'est là que grand-père a vécu avant. » Théo mordit dans sa tartine de confiture. « Tu n'as jamais voulu me raconter pourquoi on avait quitté Lyon. »
Amélie sentit le poids familier de la culpabilité. Chaque mensonge, même par omission, était une douleur supplémentaire. Mais comment expliquer à un enfant de 8 ans que son père était l'un des hommes les plus puissants et dangereux de France? C'est compliqué, mon cœur. Un jour, quand tu seras plus grand, je t'expliquerai tout. Quand j'aurai 10 ans. Peut-être 16 ans. On verra. Théo eut cette expression sérieuse qui le faisait ressembler de manière troublante à Gabriel. Tu as des secrets, maman. Je le sens. Amélie caressa ses cheveux rebelles. Tout le monde a des secrets, Théo, mais cela ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Après avoir accompagné Théo à l'école du village, Amélie se rendit à son travail. Elle dirigeait la petite librairie café du village, Homo d'antan, un commerce qu'elle avait repris il y a 5 ans et qui était devenu le cœur social de Sainte-Croix-en-Jarez. Touriste de passage, habitants du village, écrivains en quête d'inspiration. Tous venaient y chercher un livre, un café ou simplement une conversation. La librairie occupait le rez-de-chaussée d'une ancienne maison de Chartreux, avec ses murs de pierre apparente et ses poutres centenaires. Amélie avait aménagé l'espace avec goût. Rayonnage de bois sombre rempli de livres, fauteuil confortable près de la cheminée, petite table pour les clients qui voulaient reprendre un café en lisant. L'endroit respirait la sérénité et la culture. Ce matin-là, comme tous les matins, Amélie ouvrit la librairie à 9 heures précises. Elle alluma la machine à café, disposa les journaux du jour et vérifia les commandes spéciales. Sa vie était simple, ordonnée, prévisible, exactement ce qu'elle avait voulu après le chaos de Lyon. Vers 10 heures, alors qu'elle classait de nouveaux livres, la clochette de l'entrée tinta. Elle leva les yeux avec son sourire habituel de commerçante avenante. « Bonjour, puis-je vous ?» Les mots moururent sur ses lèvres. Son cœur s'arrêta de battre. Gabriel Delacroix se tenait dans l'embrasure de la porte, plus séduisant que jamais malgré ses 49 ans. Ses cheveux noirs étaient désormais striés d'argent aux tempes, ce qui lui donnait une prestance encore plus remarquable. Il portait un long manteau noir et ses yeux verts, ses yeux qui hantaient encore ses nuits, la fixaient avec une intensité qui la fit trembler. « Bonjour, Amélie. » Sa voix grave, cette voix qui avait murmuré son nom dans l'intimité de leur nuit, résonna dans la petite librairie comme un fantôme du passé. Amélie recula instinctivement, renversant au passage une pile de livres qui s'écrasa au sol dans un bruit sourd. « Gabriel, comment? Qu'est-ce que vous faites ici ?» Il referma la porte derrière lui et s'avança lentement, comme s'il craignait qu'elle ne s'enfuît. Ses yeux ne quittaient pas son visage, dévorant chaque détail, chaque changement que 9 années avaient apporté. Amélie avait 33 ans maintenant. Son visage avait perdu la rondeur de la jeunesse pour gagner en caractère. Ses cheveux châtains, qu'elle portait désormais détachés sur ses épaules, étaient parsemés de quelques fils dorés par le soleil de la montagne. Elle était plus mince qu'avant, comme sculptée par les années de solitude et de travail, mais toujours aussi belle. Plus belle encore, peut-être, de cette beauté sereine que donne la maturité. « Je vous cherche depuis 3 ans, dit Gabriel en s'approchant du comptoir. Vous aviez bien choisi votre cachette. » Amélie Dubois, propriétaire d'une librairie dans un village perdu des montagnes. « Très malin. Comment m'avez-vous trouvé? »« Par hasard. »« Un pur hasard. » Gabriel sourit tristement. « Mon médecin m'a conseillé de prendre des vacances pour ma tension artérielle. J'ai loué un chalet dans la région pour quelques jours de repos. Ce matin, j'ai décidé de visiter ce village médiéval dont tout le monde parle. Et je vous vois derrière cette vitrine. » Amélie sentit ses jambes flageoler. Elle s'appuya au comptoir pour ne pas tomber. « Vous n'êtes pas venu me chercher volontairement ?»« Si j'avais su où vous étiez, Amélie, je serais venu il y a 9 ans. » Sa voix était chargée d'émotion. « J'aurais tout quitté pour venir vous retrouver. » Un silence pesant s'installa entre eux. 9 années de séparation, de regrets, de questions sans réponse. « Votre père va bien ?» demanda finalement Gabriel. « Oui, il est en rémission complète. Il vit maintenant à Grenoble près de son frère. Et vous, vous avez été heureuse ?» Amélie le regarda longuement. Heureuse? Elle avait été sereine, épanouie dans son rôle de mère, fière de son indépendance. Mais heureuse? Vraiment heureuse? Il lui manquait toujours quelque chose, une partie d'elle-même qu'elle avait laissée dans le château de Gabriel. « J'ai eu une belle vie, » répondit-elle évasivement. « Et vous, Isabelle, et vous ?» Le visage de Gabriel se durcit. « Isabelle est morte il y a 6 ans. Kann ça du sein? Nous n'avons jamais eu d'enfant. Je suis désolé. Notre mariage a été fonctionnel, rien de plus. »
Gabriel posa ses mains sur le comptoir, et Amélie remarqua qu'il ne portait plus d'alliance. Elle respectait nos accords concernant votre protection. Jamais elle n'a tenté quoi que ce soit contre vous. Vous l'aviez menacée. Je l'avais convaincue que c'était dans son intérêt. Gabriel la regarda intensément. « Et notre enfant, Amélie? Où est notre enfant ?» La question que redoutait Amélie depuis qu'elle l'avait vu entrer. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. « Il n'y a pas d'enfant, Gabriel. Comment ça? J'ai fait une fausse couche, 3 mois après mon départ de Lyon. » Le mensonge lui brûla les lèvres, mais elle n'avait pas le choix. Théo était sa priorité absolue. Elle ne pouvait pas risquer que Gabriel l'emmène dans son monde de violence et de pouvoir. Gabriel pâlit. Il s'appuya lourdement au comptoir, comme si cette nouvelle venait de lui porter un coup physique. Une fausse couche? Les médecins ont dit que c'était le stress. Le bouleversement de quitter Lyon, la grossesse difficile. Amélie détourna les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je suis désolé, Gabriel. Je sais combien vous espériez cet enfant. » Gabriel ferma les yeux et Amélie vit sa mâchoire se contracter. Quand il les rouvrit, elle fut frappée par la douleur brute qu'elle y lut. « Tous ces années, j'ai espéré qu'un jour, peut-être, je rencontrerais notre enfant. Je m'imaginais qu'il aurait vos yeux ou votre sourire. » Sa voix se brisa. C'était idiot, bien sûr, mais c'était ce qui me donnait la force de continuer. Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux. Mentir à Gabriel était l'une des choses les plus difficiles qu'elle ait jamais eu à faire. « Gabriel, je... » La clochette de l'entrée tinta à nouveau. Un homme d'une 60aine d'années entra, accompagné de sa femme. « Bonjour, Madame Dubois. Nous cherchons un guide sur les sentiers de randonnée de la région. » Amélie s'essuya discrètement les yeux et retrouva son sourire professionnel. « Bien sûr, Monsieur Lafont, j'ai exactement ce qu'il vous faut. » Elle contourna le comptoir pour aller chercher le livre demandé, passant près de Gabriel, qui la suivit du regard. Son parfum, ce mélange subtil de lavande et de vanille qu'elle portait déjà 9 ans plus tôt, lui coupa le souffle. Pendant qu'Amélie s'occupait de ses clients, Gabriel explora la librairie. L'endroit était à son image, chaleureux, intelligent, accueillant. Il remarqua qu'elle avait gardé ses goûts littéraires, avec une belle section de poésie française et de littérature classique. Sur le comptoir, il aperçut un cadre photo retourné. Machinalement, il le redressa. Son cœur s'arrêta. La photo montrait Amélie souriante, tenant dans ses bras un petit garçon d'environ 8 ans. Un petit garçon aux cheveux noirs et aux yeux verts. Un petit garçon qui lui ressemblait de façon saisissante. Gabriel sentit le monde tourner autour de lui. Ce n'était pas possible. Elle lui avait dit qu'il n'y avait pas d'enfant, qu'elle avait fait une fausse couche. Mais ce garçon était son portrait craché au même âge. Il entendit Amélie raccompagner ses clients et se tourna vers elle, la photo à la main, quand elle revint derrière le comptoir. « Qui est cet enfant, Amélie ?» Amélie devint livide en voyant la photo dans les mains de Gabriel. « C'est... Ne me mentez pas. »« Pas maintenant. »« Pas sur ça. » La voix de Gabriel était dangereusement calme. « Qui est cet enfant qui me ressemble comme un frère ?» Amélie s'effondra sur sa chaise. 9 années de mensonges venaient de s'écrouler en un instant. « C'est Théo, murmura-t-elle. Il s'appelle Théo. »« Théo comment ?»« Théo Dubois. Son vrai nom, Amélie. Son vrai nom. Théodore Moreau. » Les mots sortirent dans un souffle. « Il a 8 ans. » Gabriel ferma les yeux et compta rapidement. 8 ans. Né en février 2015, 9 mois après leur nuit d'amour. C'est mon fils. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation prononcée avec cette certitude absolue qui caractérisait Gabriel Delacroix. Oui, avoua finalement Amélie. C'est votre fils. Gabriel reposa doucement la photo et la regarda avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. De la colère, oui, mais aussi de la blessure profonde, de l'incompréhension. Pourquoi, Amélie? Pourquoi m'avoir menti? Pourquoi m'avoir fait croire que notre enfant était mort? Pour le protéger, pour vous protéger tous les deux. Amélie se leva, tremblante. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Vous dire que j'avais eu votre enfant et regarder vos ennemis s'en servir contre vous? Regardez Isabelle orchestrer sa mort pour préserver votre mariage? Isabelle n'aurait jamais. Isabelle était capable de tout. Vous le savez aussi bien que moi. Amélie avait haussé la voix, des années de frustration explosant enfin. J'ai préféré qu'il grandisse loin de tout ça, loin de la violence et des menaces. J'ai préféré qu'il ait une enfance normale, plutôt qu'une enfance dorée mais empoisonnée. Gabriel resta silencieux, encaissant ses paroles. Au fond de lui,
Il savait qu'elle avait raison. La vie d'un héritier de la Croix n'était pas une vie normale. C'était une existence de luxe mais aussi de constant danger. « Il sait qui je suis » demanda-t-il finalement. Non, il croit que son père est mort dans un accident de voiture avant sa naissance. Et il ne s'est jamais posé de questions sur sa ressemblance avec... Les gens me disent parfois qu'il ne me ressemble pas. Je réponds toujours qu'il tient de son père. Amélie s'essuya les yeux. « Gabriel, s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Ne détruisez pas sa vie paisible. Vous croyez vraiment que je ferai du mal à mon propre fils? Non, mais votre monde, si. » Gabriel s'approcha d'elle et cette fois, elle ne recula pas. Il leva la main vers son visage et caressa doucement sa joue, comme il l'avait fait 9 ans plus tôt. « Mon monde a changé, Amélie. J'ai changé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Après votre départ, j'ai commencé à me retirer progressivement des affaires. À la mort d'Isabelle, j'ai accéléré le processus. Aujourd'hui, je ne possède plus que des entreprises légales. Vignobles, hôtels, restaurants, l'Empire de la Croix s'est transformé en groupe commercial respectable. » Amélie le regarda incrédule. « Vous avez tout quitté? »« Pas compte, presque tout. Il me reste encore quelques contrats à honorer, quelques dettes d'honneur à rembourser. Mais dans 6 mois, je serai complètement libre. » Gabriel prit ses mains dans les siennes. « J'ai fait cela pour vous, Amélie, pour l'espoir de vous retrouver un jour. »« Gabriel, je veux voir mon fils. » La phrase était simple, mais elle contenait un monde d'espoir et de détermination. Amélie sentit son cœur se serrer. Il sort de l'école à 16 heures. Il vient toujours ici pour goûter avant de rentrer à la maison. Gabriel regarda sa montre. 15h30. Dans une demi-heure, je vais rencontrer mon fils pour la première fois. Gabriel, promettez-moi que vous ne lui direz rien aujourd'hui. Laissez-moi le temps de préparer le terrain. Je vous le promets. Il la regarda intensément. Mais je veux faire partie de sa vie, Amélie. Je veux être son père. Et notre histoire. Ce qui s'est passé entre nous, Gabriel s'approcha encore, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. Notre histoire n'est pas terminée, Amélie. Elle n'a fait que commencer. À cet instant, la clochette tinta, et Théo fit irruption dans la librairie, cartable à l'épaule et joues rougies par le froid automnal. « Salut, maman. Tu as préparé mon chocolat chaud. » Il s'arrêta net en voyant Gabriel. Ses yeux verts, si semblables à ceux de son père, le jaugèrent avec cette curiosité naturelle des enfants. « Bonjour, monsieur. Vous cherchez un livre ?» Gabriel regarda son fils, et sentit son cœur exploser d'amour et de fierté. Théo était beau, intelligent, poli. Amélie avait fait du bon travail en l'élevant. « Bonjour. » Sa voix était étrangement rauque. « Je m'appelle Gabriel. Moi, c'est Théo. Vous êtes un ami de maman ?» Gabriel croisa le regard d'Amélie. Dans ses yeux, il lut une supplique silencieuse. « Oui, un vieil ami. Cool. Vous restez pour le goûter. Maman fait le meilleur chocolat chaud du monde. » Théo était déjà derrière le comptoir, retirant son manteau et son cartable. Gabriel l'observait, fasciné par chacun de ses gestes. Ce petit garçon était son sang, sa chair, son avenir. « Si ta maman est d'accord, » Amélie hocha la tête, incapable de parler. « Super. Alors, Gabriel, qu'est-ce que vous faites comme métier ?» Gabriel sourit. Son fils était direct, comme l'était Amélie. « Je m'occupe de vignobles. Je fais du vin. »« Du vin ?» Comme ceux qu'on vend au village. En quelque sorte. Théo grimaça. « Moi, je n'aime pas le vin. C'est amer. Vous avez des enfants ?» La question frappa Gabriel comme un coup de poing. Il regarda Amélie, puis son fils. « Non, je n'ai pas d'enfant. C'est dommage. Vous avez l'air gentil. »« Si tu savais, pensa Gabriel, si tu savais que tu es mon enfant et que je donnerais ma vie pour toi. » Amélie prépara le chocolat chaud en silence, observant cette première interaction entre le père et le fils. Théo, dans son innocence, avait immédiatement sympathisé avec Gabriel. Il lui racontait sa journée d'école, ses professeurs, ses amis, ses projets. Gabriel l'écoutait religieusement, gravant dans sa mémoire chaque mot, chaque expression de ce petit garçon qu'il découvrait enfin. « Et vous, vous habitez où ?» demanda Théo en croquant dans un cookie. « À Lyon. »« Lyon ! C'est là où habitait grand-père avant. »« Maman, tu entends ?» Gabriel habite à Lyon comme papy. Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux. Cette simple coïncidence paraissait magique aux yeux de Théo. Peut-être que vous avez connu grand-père. Il s'appelait Henri Moreau et il était professeur. Gabriel et Amélie échangèrent un regard. Le destin semblait s'amuser à multiplier les révélations. Henri Moreau. « Oui, ce nom me dit quelque chose, » dit prudemment Gabriel. « C'est fou, non? Le monde est petit. » Théo finit son goûter et remit son manteau.
Il faut que je rentre faire mes devoirs. Gabriel, vous repasserez nous voir. Gabriel regarda Amélie. Dans ses yeux, il eut une résignation mêlée d'espoir. Oui, Théo, je repasserai. Super. À bientôt. Théo embrassa sa mère et sortit de la librairie en courant. Gabriel et Amélie se retrouvèrent seuls, dans le silence de cette fin d'après-midi d'octobre. Il est merveilleux, murmura Gabriel. Je sais. Vous avez fait du bon travail, Amélie. Il est intelligent, poli, généreux. Tout ce qu'un père peut espérer. Il vous plaît? Gabriel sourit, le premier vrai sourire qu'Amélie lui voyait depuis 9 ans. Il me plaît. Il me plaît tellement que j'ai envie de crier au monde entier qu'il est mon fils. Gabriel, je sais, patience. Il prit son manteau et se dirigea vers la porte. Je loge au chalet des Crêtes pour encore 3 jours, le temps de réfléchir à la suite. Et quelle suite? Gabriel se retourna vers elle. Je veux que nous reformions une famille, Amélie. Vous, moi et Théo. Je veux que nous ayons la vie que nous aurions dû avoir il y a 9 ans. Ce n'est pas si simple. Pourquoi? Vous ne m'aimez plus? La question la prit au dépourvu. Amélie ferma les yeux et pensa à toutes ces années où elle s'était endormie en pensant à lui, à tous ces hommes qu'elle avait éconduits, parce qu'aucun ne lui faisait ressentir ce que Gabriel lui avait fait ressentir. Ce n'est pas la question. C'est exactement la question, Gabriel. Revint vers elle et prit son visage entre ses mains. Répondez-moi, Amélie, m'aimez-vous encore? Elle plongea son regard dans le sien et y vit la même passion, la même intensité qu'autrefois, mais aussi une maturité nouvelle, une sérénité qui n'y était pas 9 ans plus tôt. Oui, avoua-t-elle dans un souffle. Je vous aime encore. Gabriel ferma les yeux et posa son front contre le sien. Alors nous trouverons un moyen. Nous trouverons toujours un moyen. Il l'embrassa doucement, tendrement, et Amélie sentit 9 années de solitude fondre comme neige au soleil. Quand leurs lèvres se séparèrent, elle avait les larmes aux yeux. « Je dois y aller, » murmura Gabriel. « Mais je reviendrai demain. Et après-demain. Et tous les jours jusqu'à ce que vous acceptiez de me laisser une chance. » Après son départ, Amélie resta longtemps assise derrière son comptoir, le cœur battant et l'esprit en ébullition. Gabriel était de retour dans sa vie. Gabriel connaissait l'existence de Théo. Et surtout, Gabriel l'aimait encore. Mais était-elle prête à risquer la paix qu'elle avait construite pour retrouver l'amour de sa vie? Était-elle prête à expliquer à Théo que l'homme qu'il venait de rencontrer était son père? Dans le chalet où il logeait, Gabriel fixait les montagnes sans les voir. Dans quelques heures, il devrait retourner à Lyon pour honorer ses derniers engagements. Mais maintenant qu'il avait retrouvé Amélie et découvert l'existence de son fils, plus rien ne serait comme avant. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Marcel, c'est moi. Préparez la chambre bleue du château. Et appelez Maître Dubois. J'ai un testament à modifier. » Sa voix était ferme, déterminée. Gabriel Delacroix venait de retrouver ce pourquoi il valait la peine de vivre. Et cette fois, il ne laisserait personne le lui reprendre. 2 semaines s'étaient écoulées depuis les retrouvailles de Gabriel et Amélie. 2 semaines pendant lesquelles Gabriel était venu chaque jour à la librairie, apprenant à connaître son fils et tentant de reconquérir le cœur de la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Théo avait immédiatement adopté Gabriel. L'enfant, privé de figure paternelle depuis sa naissance, s'épanouissait en présence de cet homme élégant qui s'intéressait à ses dessins, l'aidait avec ses devoirs et lui racontait des histoires de vignobles. Gabriel, de son côté, découvrait les joies de la paternité avec un émerveillement qui touchait Amélie au plus profond de son cœur. Ce samedi matin, Gabriel avait emmené Théo visiter les caves du domaine de Montrachet, à quelques kilomètres du village. Amélie était restée à la librairie pour l'inventaire, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à la conversation qu'elle avait eue la veille avec Gabriel. « Il faut qu'on lui dise la vérité », avait-il murmuré, alors qu'il regardait Théo jouer dans le petit jardin derrière la librairie. « Qu'il a le droit de savoir qui je suis vraiment. »« Pas encore », avait répondu Amélie. « Laissons-lui le temps de s'habituer à votre présence. Quand il sera prêt... » « Quand sera-t-il prêt, Amélie ? Dans 1 mois ? 1 an ? 10 ans ?» Gabriel l'avait prise par les épaules. « Je veux qu'il porte mon nom. Je veux qu'il vienne vivre avec nous au château. Je veux... » « Vous voulez tout de suite, » l'avait coupé Amélie. « Mais Théo n'est pas un objet qu'on déplace au gré de nos envies. Il a ses habitudes, ses amis, son école. Alors restons ici. Je peux m'installer à Sainte-Croix-en-Jarez, racheter une propriété, créer des emplois.
Gabriel, vous raisonnez encore comme un homme puissant qui peut tout acheter, tout contrôler. Mais les sentiments ne s'achètent pas. Leur conversation avait été interrompue par le retour de Théo, mais la tension était restée palpable entre eux. Gabriel voulait aller vite, rattraper le temps perdu. Amélie voulait préserver la sérénité qu'elle avait mis 9 ans à construire. Ce matin, alors qu'elle classait les nouvelles commandes, Amélie fut tirée de ses pensées par l'arrivée d'un client inhabituel. Un homme de 50 ans environ, aux cheveux gris et aux yeux froids, vêtu d'un costume impeccable. Il n'avait pas l'allure détendue des touristes habituels. « Madame Dubois ?»« Oui, c'est moi. »« Puis-je vous aider ?» L'homme sourit, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Je m'appelle Vincent Mercier. Ce nom vous dit quelque chose ?» Amélie fronça les sourcils. « Mercier ?» Où avait-elle entendu ce nom? Puis elle se souvint. Isabelle, 9 ans plus tôt, avait mentionné une famille Mercier qui avait quitté Lyon du jour au lendemain. Je ne crois pas, non. Vraiment? Vincent Mercier referma la porte derrière lui et tourna le verrou. Pourtant, votre ami Gabriel Delacroix connaît très bien ma famille. Il a même contribué à notre exil forcé. Le sang d'Amélie se glaça. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si. Vincent s'approcha du comptoir et Amélie remarqua la bosse sous sa veste qui trahissait la présence d'une arme. Amélie Moreau, ancienne maîtresse de Gabriel Delacroix, mère de son fils illégitime. Vous pensiez vraiment pouvoir vous cacher éternellement dans ce trou perdu. Amélie recula instinctivement. Que voulez-vous? Justice. Le visage de Vincent se durcit. Il y a 9 ans, Gabriel Delacroix a détruit ma famille. Mon père dirigeait une organisation rivale qui gênait ses plans d'expansion. Une nuit, nos entrepôts ont brûlé. Mon frère cadet, qui gardait le site, est mort dans l'incendie. Je suis désolé pour votre perte. Mais je n'ai rien à voir avec... Oh si, vous avez tout à voir avec ça. Vincent sortit son arme, un pistolet noir qu'il pointa vers Amélie. Vous êtes son point faible, sa vulnérabilité. Et aujourd'hui, il va payer. Amélie leva les mains, terrifiée. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, que Gabriel Delacroix souffre comme j'ai souffert. Qu'il perde ce qu'il a de plus cher, comme j'ai perdu mon frère. Vincent contourna le comptoir. Vous allez m'accompagner. Votre fils aussi. Théo n'est pas là. Il est... Je sais où il est. Mes hommes le surveillent depuis 1 semaine. Vincent ricana. Charmante excursion aux caves de Montrachet. Très instructive pour un enfant de 8 ans. Amélie sentit la panique l'envahir. Si les hommes de Mercier tenaient déjà Théo, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Appelez Gabriel. Dites-lui de venir ici, seul. Sans ses gardes du corps, sans armes. Vincent lui tendit son téléphone. Et surtout, pas un mot aux autorités. Sinon, votre fils ne verra pas le coucher du soleil. D'une main tremblante, Amélie composa le numéro de Gabriel. Il décrocha à la première sonnerie. « Amélie, tout va bien. » Pour les bains. « Gabriel. » Sa voix se brisa. « Il faut que vous veniez à la librairie. Tout de suite. »« Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une drôle de voix. » Vincent pressa le canon de son arme contre la tempe d'Amélie. « Dites-lui, murmura-t-il. Il y a un problème avec Théo. Venez vite et venez seul. J'arrive. » Gabriel raccrocha et Amélie rendit le téléphone à Vincent. « Bien. Maintenant, nous attendons. » Au domaine de Montrachet, Gabriel fixait son téléphone avec inquiétude. Quelque chose dans la voix d'Amélie l'avait alerté. Cette tension, cette peur à peine contenue, et pourquoi lui demander de venir seul? Il regarda autour de lui. Théo était en train de dessiner les tonneaux avec le maître de chais, riant aux éclats à une plaisanterie de l'homme. Tout semblait normal. Gabriel sortit son téléphone et composa un autre numéro. « Antoine, c'est Gabriel. J'ai besoin de votre aide. » 30 minutes plus tard, Gabriel arrivait à la librairie. Il avait garé sa voiture un peu plus loin et observé les lieux. Quelque chose clochait. Les rideaux étaient tirés alors qu'Amélie les laissait toujours ouverts. Et il avait aperçu une camionnette noire stationnée près de l'école, avec 2 hommes à l'intérieur. Gabriel poussa la porte de la librairie. Amélie était debout derrière le comptoir, très pâle, les mains posées bien en évidence. Un homme qu'il ne connaissait pas se tenait près d'elle, un pistolet à la main. « Gabriel Delacroix », dit Vincent Mercier. Enfin, Gabriel entra et referma la porte derrière lui. Son regard croisa celui d'Amélie, et il y lut toute sa terreur. « Vincent Mercier », dit Gabriel d'une voix calme, « je me demandais quand vous referiez surface. » Surpris de me voir. « Casse, pas vraiment. J'ai eu des nouvelles de votre retour en France il y a quelques semaines. » Gabriel s'avança lentement. « Que voulez-vous »
Votre fils. Gabriel s'immobilisa. Pardon? Oh, ne faites pas l'innocent. Théodore Moreau, 8 ans. Votre portrait craché. Mes hommes le tiennent en ce moment même. Si vous touchez à un cheveu de cet enfant, vous quoi? Vincent rit froidement. Vous me tuerez? Comme vous avez tué mon frère. Votre frère est mort dans un incendie accidentel. Accidentel. Vincent pressa le canon de son arme contre la tête d'Amélie, qui ferma les yeux. Allons, Gabriel. Entre nous, pas de faux semblants. Vous avez fait brûler nos entrepôts pour nous chasser de Lyon. Mon frère était au mauvais endroit au mauvais moment. Gabriel serra les poings. C'était il y a 9 ans, Vincent. J'ai changé, peut-être, mais moi je n'ai pas oublié. Vincent recula vers la porte du fond. Venez, nous avons rendez-vous dans un endroit plus approprié. Où? Est l'ancienne Chartreuse, celle qui est en ruine, au bout du sentier de randonnée. Mes hommes nous y attendent avec votre fils. Gabriel et Amélie furent contraints de monter dans la camionnette de Vincent. Pendant le trajet, Gabriel observait le paysage, mémorisant chaque détail. Il savait qu'Antoine avait reçu son message et que des renforts étaient en route. Mais il fallait gagner du temps. Pourquoi maintenant, Vincent? Pourquoi avoir attendu 9 ans? Parce qu'il m'a fallu 9 ans pour reconstruire ce que vous aviez détruit. 9 ans pour retrouver ma force, mes contacts, mes hommes. Vincent le regarda dans le rétroviseur. Et parce qu'il m'a fallu ce temps pour découvrir votre point faible. Il désigna Amélie d'un geste. Avant, vous n'aviez rien à perdre. Vous étiez inattaquable. Mais maintenant, vous avez une famille. La Chartreuse en ruine se dressait au bout d'un sentier escarpé, loin de toute habitation. C'était un lieu désolé, où les pierres écroulées témoignaient de la grandeur passée du monastère. 3 hommes armés les attendaient, encadrant un enfant aux cheveux noirs, Théo. Amélie voulut courir vers son fils, mais Vincent la retint. « Maman !» Théo paraissait plus curieux qu'effrayé. « Ces messieurs m'ont dit qu'on allait faire un jeu avec Gabriel. » Gabriel sentit une rage froide l'envahir. Ils avaient manipulé son fils, lui avaient fait croire à un jeu pour l'attirer ici. Touchant, ricana Vincent. Les retrouvailles familiales. Il fit signe à ses hommes qui poussèrent Gabriel et Amélie vers les ruines de l'ancien réfectoire. Au centre de l'espace, ils avaient installé des chaises et du matériel que Gabriel reconnut immédiatement. Des explosifs. « Vous êtes fou !» murmura Gabriel. « Fou de douleur, peut-être ?» Vincent attacha lui-même Amélie et Théo aux chaises. « Voici ce qui va se passer, Gabriel. Vous allez appeler Antoine de Beaumont. Vous allez lui demander de venir ici avec la moitié de vos anciens lieutenants. Une fois qu'ils seront là, nous ferons exploser tout le monde. » Pourquoi Antoine? Parce qu'il vous a aidé à détruire ma famille. Parce qu'il a épousé cette petite pute que vous aviez mise enceinte. Vincent désigna Amélie. « Oh, vous ne saviez pas. Antoine de Beaumont a épousé Amélie Moreau il y a 9 ans. Officiellement, du moins. Le mariage a été annulé 6 mois plus tard, mais sur le papier, il reste son ex-mari. » Gabriel regarda Amélie qui baissa les yeux. Un détail qu'elle avait omis de mentionner. « Peu importe, dit Gabriel. Que voulez-vous vraiment, Vincent? Voir votre empire s'effondrer, voir vos alliés mourir, et vous voir souffrir avant de mourir vous-même. » Vincent vérifia les explosifs. « Appelez Antoine. » Gabriel sortit son téléphone, mais au lieu de composer le numéro d'Antoine, il envoya un SMS rapide. « Chartreuse, explosif, attendez mon signal. »« Allô Antoine? C'est Gabriel. J'ai besoin que vous veniez à l'ancienne Chartreuse de Sainte-Croix. Amenez Maxime et Laurent avec vous. » « Gabriel, qu'est-ce qui se passe? » « Mercier est de retour. Il tient Amélie et Théo. Il veut nous voir tous ensemble. » Il y eut un silence, puis Antoine répondit « J'arrive. » 20 minutes. Gabriel raccrocha et regarda Vincent. « C'est fait. Parfait. » Vincent activa le détonateur et le posa sur une pierre. « Dans 30 minutes, tout sera terminé. » Théo, qui n'avait pas parlé depuis qu'il était attaché, regarda Gabriel avec ses grands yeux verts. « Gabriel, c'est vraiment un jeu ?» Gabriel s'agenouilla devant lui, le cœur brisé. « Oui, mon bonhomme, c'est un jeu. Et tu sais quoi? Tu as un rôle très important. Lequel? Tu dois être très courageux. Tu dois fermer les yeux très fort et penser à quelque chose de beau quand je te le demanderai. Comme quoi? » Gabriel regarda Amélie, puis son fils. Le moment était venu de dire la vérité. « Pense à moi, Théo, pense très fort à moi. » Pourquoi? Gabriel prit une profonde inspiration. « Parce que je suis ton papa. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Théo regarda Gabriel avec des yeux écarquillés. « Mon papa? Mais maman a dit que mon papa était mort. »
Ta maman voulait me protéger. Et te protéger aussi. Gabriel caressa le visage de son fils. Mais je suis là maintenant. Et je ne vous laisserai plus jamais. Vincent éclata de rire. Quelle scène pathétique. Le grand Gabriel Delacroix qui joue au papa modèle avant de mourir. La ferme, gronda Gabriel en se relevant. Soudain, des détonations retentirent à l'extérieur. Vincent et ses hommes se précipitèrent vers les fenêtres. Qu'est-ce que c'est que ça? Gabriel sourit. Antoine n'est jamais seul. En effet, Antoine de Beaumont avait amené plus que Maxime et Laurent. Il avait amené une équipe complète d'anciens hommes de Gabriel, tous parfaitement entraînés. La fusillade avait commencé. Profitant de la confusion, Gabriel se jeta sur Vincent. Les deux hommes roulèrent au sol, luttant pour le contrôle de l'arme. Un coup de feu partit, frôlant la tête d'Amélie. « Gabriel !» cria-t-elle. Gabriel réussit à désarmer Vincent, mais celui-ci sortit un couteau de sa botte. Ils continuèrent à se battre, renversant le détonateur qui glissa sur le sol de pierre. « Théo, ferme les yeux !» cria Gabriel en évitant de justesse la lame de Vincent. Antoine fit irruption dans les ruines, suivi de Maxime. En quelques secondes, ils neutralisèrent les hommes de Vincent restants. Gabriel et Vincent continuaient leur combat mortel près des explosifs. Soudain, Vincent réussit à planter son couteau dans l'épaule de Gabriel, qui hurla de douleur. « Gabriel !» Amélie tirait sur ses liens, désespérée. Vincent se jeta sur le détonateur, prêt à tous les faire exploser. Mais Gabriel, malgré sa blessure, le rattrapa et lui brisa le poignet d'un geste sec. Vincent s'effondra en hurlant « C'est fini !» Halta Gabriel en s'effondrant près d'Amélie et Théo. Antoine se précipita pour les détacher, pendant que Maxime neutralisait définitivement Vincent Mercier. « Papa !» Théo se jeta dans les bras de Gabriel dès qu'il fut libre. « Tu m'as sauvé !» Gabriel serra son fils contre lui, ignorant la douleur de sa blessure. « Je t'ai promis que je ne vous laisserai plus jamais. » Amélie s'agenouilla près d'eux, les larmes aux yeux. « Gabriel, votre épaule ? Ce n'est rien. » Il la regarda intensément. « Amélie, épousez-moi. »« Quoi ? Épousez-moi, maintenant, aujourd'hui. »« Je ne veux plus attendre. » Gabriel caressa le visage de Théo. « Je veux que nous soyons une vraie famille. »« Gabriel, vous perdez du sang. Répondez-moi d'abord. Voulez-vous m'épouser ?» Amélie regarda cet homme extraordinaire qui venait de risquer sa vie pour elle et leur fils. Cet homme qui l'aimait depuis 15 ans, qui avait tout quitté pour elle, qui acceptait de tout recommencer dans un petit village de montagne. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je veux vous épouser. » Gabriel sourit et l'embrassa pendant que Théo applaudissait. « Est-ce que ça veut dire qu'on va tous vivre ensemble ?» demanda l'enfant. « Oui, mon bonhomme. Pour toujours. » Antoine, qui observait la scène avec un sourire ému, s'approcha d'eux. « Félicitations. Mais il faudrait peut-être emmener Gabriel à l'hôpital avant le mariage. »« Antoine, » dit Gabriel en lui tendant la main. « Merci pour tout. C'était normal. » Antoine serra la main de son ancien rival. « Prenez soin d'eux. Comptez sur moi. » 6 mois plus tard, la cérémonie avait lieu dans l'église de Sainte-Croix-en-Jarès, en présence de tous les habitants du village, qui avaient adopté cette famille peu ordinaire. Henri Moreau, radieux, accompagnait sa fille à l'autel. Théo, en costume cravate, portait les alliances avec un sérieux comique. Gabriel attendait Amélie devant l'autel, plus beau que jamais dans son smoking noir. Sa blessure avait guéri, et il avait définitivement quitté le monde des affaires parallèles. Il possédait maintenant le domaine viticole de la région et avait racheté plusieurs propriétés à Sainte-Croix-en-Jarez pour créer des emplois. Quand Amélie apparut dans sa robe de dentelle blanche, Gabriel sentit son cœur s'arrêter. Elle était éblouissante, rayonnante de bonheur. « Tu es belle, maman », murmura Théo en lui prenant la main. La cérémonie fut simple et émouvante. Quand le prêtre demanda à Gabriel s'il prenait Amélie pour épouse, sa voix se brisa d'émotion. « Oui, je la prends. Pour l'éternité. » Quand ce fut au tour d'Amélie, elle regarda cet homme qui avait transformé sa vie. « Oui, je vous prends, Gabriel Delacroix. Avec vos qualités et vos défauts, votre passé et votre avenir. » Ils échangèrent leurs alliances sous les applaudissements de l'assistance. Quand Gabriel embrassa sa femme, Théo applaudit plus fort que quiconque. « Maintenant, je peux vous appeler papa officiellement ?» demanda-t-il. « Maintenant, tu peux m'appeler papa officiellement ?» confirma Gabriel en le soulevant dans ses bras. Épilogue. 2 ans plus tard, par une belle journée de printemps, la famille Delacroix se promenait dans les vignes de leur domaine. Théo, maintenant âgé de 10 ans, courait entre les rangées de vignes avec Léa, sa petite sœur de 6 mois qu'Amélie portait dans ses bras. « Papa, regarde !»
Théo montrait un papillon qui s'était posé sur sa main. « Il est magnifique !» Gabriel s'approcha de son fils et examina l'insecte coloré. « C'est un macaon. Ils annoncent le beau temps. »« Comme notre famille, alors, » dit Théo avec cette sagesse précoce qui le caractérisait. Gabriel et Amélie échangèrent un regard complice. Leur famille était effectivement comme ce papillon, fragile en apparence mais d'une beauté extraordinaire. « Tu as raison, mon bonhomme, » dit Gabriel en ébouriffant les cheveux de son fils. « Comme notre famille. » Amélie s'appuya contre l'épaule de son mari, regardant leurs enfants avec un bonheur infini. Elle pensait parfois à cette nuit de pluie, 10 ans plus tôt, où elle avait frappé à la porte du château de la Croix. Elle n'aurait jamais imaginé que ce geste de désespoir la mènerait à un tel bonheur. « À quoi pensez-vous, Madame de la Croix ?» murmura Gabriel à son oreille. « À cette nuit où j'ai frappé à votre porte. Vous regrettez ?» Amélie regarda autour d'elle, les vignes qui s'étendaient à perte de vue, la maison de pierre dorée qu'ils avaient restaurée ensemble, Théo qui riait aux éclats en jouant avec sa sœur, Gabriel qui la regardait avec tout l'amour du monde dans les yeux. Comment pourrais-je regretter? Cette nuit-là, j'ai trouvé mon destin. Gabriel l'embrassa tendrement. Notre destin, corrigea-t-il. Au loin, les cloches de Sainte-Croix-en-Jarret sonnaient l'heure du dîner. La famille de la Croix rentra lentement vers la maison, main dans la main, enfin réunie pour l'éternité. Dans cette vallée paisible des montagnes du Pilat, Gabriel de la Croix avait trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Une femme à aimer, des enfants à protéger, et une paix qu'aucun empire financier n'aurait pu lui procurer. Et Amélie, qui avait commencé cette histoire en se sacrifiant par amour filial, l'avait terminée en recevant l'amour le plus pur et le plus inconditionnel qui soit. Parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par les plus grands désespoirs. Parfois, il faut perdre tout ce qu'on croit important pour découvrir ce qui compte vraiment. Et parfois, quand deux âmes sont destinées l'une à l'autre, rien, ni le temps, ni la distance, ni les obstacles, ne peut les empêcher de se retrouver.